bienvenue dans cette nouvelle émission de Transversal. Ravi de vous retrouver toutes et tous dans le chat et même sur les antennes de Radio Sun Vibes. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, on va revenir sur l'actu de l'OM, sur l'autre actu chaude du week-end, sur la Ligue des Champions, qui va arriver aussi ce mercredi. Et pour ça, je vais vous présenter les gens qui m'accompagnent. On va commencer par un taulier quand même, celui qui est là depuis le début, à l'image de Jérémy Rouly avec l'OM, tu vois, en espérant qu'il n'a pas autant de sauts de concentration que Rouly ces dernières semaines, mais c'est Flavio. Ça va, Flavio? Pour les sauts de concentration, ça va être compliqué. Très content d'être là, mais très content. Non, tant mieux. À côté de toi, à ta gauche, vu qu'on en parle de Mercato, on est en janvier. Mercato, transfert, option, c'est un prêt d'un match, voilà. C'est à l'image de Ethan Nwaneri. Bon, on espère que tu feras la même perf que lui face à Lens. Ça va, Samy? Ça va, merci beaucoup. Très content de passer de l'autre côté de l'écran. Parce que d'habitude, tu es là, tu parles dans le chat, et là, tu parles dans le micro. C'est ça, je suis un fidèle du chat, mais là, on passe de l'autre côté. Je suis très content d'être là. Bon, ça doit être bien. Oui, on va se régaler. Ouais, j'espère. Et en face, on a deux personnes qui représentent le Toulon Métropole Futsal. On va commencer avec la personne à ma gauche, Anthony. Anthony qui est responsable section football au sein du Toulon Métropole Futsal. Comment ça va, Anthony? Bonsoir, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Moi et Michel, une première à la radio. Grand plaisir partagé. La transition est magnifique. Michel qui t'accompagne. Michel qui est entraîneur U13 en football et en futsal au sein du Toulon Métropole Futsal. Michel, ça va? Très bien, bonsoir à tous. Ça va très bien. Quand il faut parler football, on est là. On est passionné. On a 2 heures devant nous, on va se lancer. Juste avant, Michel, tu pourrais te rapprocher de ton compère pour qu'on te voit bien? Flavio à la régie. Flavio règle l'image qu'on voit. Voilà, nickel, on voit tout le monde, on peut démarrer. C'est bon, on peut y aller, Flavio. Allez, j'attendais ton feu vert. Bon, on va commencer avec l'actu chaude qui concerne l'Olympique de Marseille. C'est cette victoire de prestige, on va dire, face au RC Lens. Une victoire 3-1 des hommes de Roberto De Zerbi. Un match qui s'est globalement bien passé. Fabio, je te redonne la main. Est-ce que, selon toi, c'est cette entame de match où on met 2 buts en un quart d'heure qui a tout changé, qui a changé carrément la suite, la physionomie du match? Forcément, quand tu commences un match aussi bien en mettant 2 buts, ça t'avantage forcément dans la suite du match. Ça a complètement lancé la rencontre et ça a bien surpris les Lensois qui ont eu du mal à revenir et à rentrer dans leur match. Donc oui, forcément, cette grosse entame de match a dessiné une grosse partie de la victoire de l'OM. Justement, toi, Samy, est-ce que tu t'attendais à ce que l'OM, qui, pour une fois, on va dire, entame bien son match, voire très bien, est-ce que tu t'attendais à cette si grosse entame face à un gros poisson de Ligue 1 qui est quand même RC Lens? Non, surtout Lens qui était dans une très bonne dynamique en ce moment, mais Roberto De Zerbi a su trouver les moyens tactiques pour contrer justement cette équipe lensoise, à l'image du Losange qu'on avait pu voir contre Lorient plus tôt dans la saison. Et donc du coup qui permettait un surnombre au milieu quasiment tout le match. Ouais, c'est vrai que le petit point tactique, on va y venir, c'est sûr, mais donne la parole aux invités. Qu'est-ce que tu as pensé, Anthony, par exemple, de ce match et de cette très belle victoire, quand même, de manière générale, face à Lens? Tout à fait. Comme ils ont résumé les copains, ils ont fait très bonnes les 10 premières minutes. Du coup, je pense qu'ils ont asphyxié. Et c'est vrai que quand tu joues au Vélodrome avec 2 buts d'avance, après c'est compliqué de revenir. Ils ont fait le taf. Après, ils jouaient à 3 derrière, il me semble, aussi. Avec, Par de l'OM? Ouais. Oui, il y avait il y avait toujours cette supériorité. Ils emmenaient les Lensois sur la largeur et c'était pas mal, c'était intéressant. Ça a fonctionné. Après, à voir par la suite s'ils renouvellent. Si en Ligue des Champions c'est possible ou pas, je sais pas. Toi, Michel, qui était coach, qui est toujours coach, pardon, excuse-moi de mon placard, carrément. Toi, en tant que coach, quand tu vois une approche comme ça, est-ce que après un quart d'heure, tu serres le point, tu te dis l'un des plus gros trucs est fait, ou il y a quand même à assurer les 60-70 minutes qui restent derrière quand même? On se dit surtout connaissant l'OM, qui est quand même encore un petit peu en dents de scie sur ses résultats et sur ses performances. Il est resté sur la claque quand même de Liverpool. Et je pense que De Zerbi a su quand même les remobiliser sur une force mentale qui les a justement menés à faire le pressing très, très haut et très fort en début de match. Après on sait qu'il y a énormément de qualité dans cette équipe, on sait qu'ils peuvent battre tout le monde. Je pense que De Zerbi, quand il le dit, c'est pas un menteur, ils peuvent battre tout le monde. Mais après, ils peuvent malheureusement se faire des matchs très modestes ou très moyens. Contre tout le monde comme aussi. Ils ont fait contre tout le monde aussi. Comme la défaite à Nantes. La défaite à Nantes, par exemple. Donc oui, il y a beaucoup d'importance sur la qualité tactique et technique. Mais je pense qu'il faut aussi mobiliser les joueurs pour qu'ils soient toujours sur le haut de la performance. C'est ça qui est le plus dur
en sport d'ailleurs, en sport général. C'est pas d'avoir fait la bonne perf, c'est de la voilà, maintenir. c'est de la maintenir. C'est le match le plus difficile, il est toujours celui qui va venir. Quoi. Donc, Oui, le plus important, chaque fois, le coach il dit le match le plus important, c'est celui qui arrive à voilà, chaque fois. on se sert du match passé, mais malheureusement, si on a réglé des problèmes tactiques ou techniques, mais qu'il n'y a pas l'envie, c'est compliqué. En parlant d'envie, on a vu qu'ils ont eu beaucoup d'envie, les joueurs de Roberto De Zerbi, dès le début. Est-ce que Lens a été, selon vous, assommé par ce début de match? Parce qu'on les voit un peu revenir après, mais est-ce que, selon vous, ils ont été vraiment assommés par ces 15 premières minutes gargantuesques des hommes de Roberto De Zerbi? Je pense que Lens, quand même, ça faisait un moment où ils performaient, ils faisaient des bons matchs, mais c'était un peu plus sur la corde raide, où ils s'en sortaient souvent sur un but à la dernière minute, un coup d'éclat, un très bon centre suivi d'une bonne tête, et là, cette fois, face à un OM qui, pour le coup, n'est pas passé à côté, ça n'a pas pardonné. Donc Lens était un petit peu moins bien au global ces derniers temps, et ça s'est ressenti dans un gros match dans un choc du championnat. Et ce qui fait que Lens a peut-être un petit peu moins bien rentré dans son match. Et donc, voilà. Ça peut être un tournant de la saison, pour Lens du moins, tu penses? Toi, Samy, par exemple? Surtout que là, l'OM revient à 5 points, il me semble. Là, l'OM, je dis le classement, là j'avais la coupe au milieu, le classement, l'OM est à 38 et Lens est à 43, effectivement. À 5 points, c'était une confrontation directe là, dans ce duel pour le top 3. Et donc, du coup, c'est des points qui, du coup, ne sont plus à prendre, surtout contre un concurrent direct. Mais justement, c'est ce qu'on disait, le plus dur reste à faire. C'est sur tous les autres matchs qui restent qu'il faudra faire le travail pour pouvoir engranger le maximum de points. Le travail, ils l'ont bien fait, une victoire 3-1. Et comme tu l'as dit, on va y venir. Ce côté tactique, on l'a vu en 3-4-3, avec un losange au milieu, où on voyait les deux nouvelles recrues, qu'on parlera après, Noneri et Timber, vraiment sur les extrémités de ce losange, dans les demi-espaces, comme on appelle maintenant sur le terrain. C'est quelque chose qui a fait la différence et qui a complètement mis les Lensois hors d'état de nuire, Anthony. Tout à fait, ouais. Ça a libéré du coup aussi de l'espace pour OEA, qui fait une bonne partie pour moi. Oui, aussi, évidemment. Puis après, quoi qu'il en soit, l'OM, comme disait Michel, ils sont capables du meilleur, comme au Real. Enfin, pour moi, au Real, après Rulli, il avait été exceptionnel. Ouais. Ils perdent que 2-1, mais ils ont vraiment fait un très très gros match. Et après, mine de rien, c'est une équipe qui joue la Ligue des Champions, et t'as une équipe qui la joue pas. Donc ils sont taillés, ils sont habitués. Alors ils passent un peu à travers contre Liverpool, mais quand tu vois que sur le banc, ils ont Greenwood, Aubameyang. T'as eu de faire rentrer Greenwood face à Lens. Alors même Aubameyang en ce moment, avec l'âge, avec tout ce qu'on veut, bon c'est pas le grand Aubameyang, mais ça suffit, ça rentre à la 60e, 70e. C'est pas l'effectif qu'ils ont Lens, ils boxent pas dans la même cour. Lens, ça fait une bonne prestation, ils restaient sur 10 matchs sans défaite. Et avoir 5 points, c'est quand même, si l'OM il passe encore un ou deux tours en Ligue des Champions, je sais pas s'ils les rattraperont, mais bon, quoi qu'il en soit, ils finiront dans les 3-4 premiers, c'est sûr. Pour moi, c'est une très belle équipe de Ligue 1. Je pense après la question c'est est-ce que Lens va reprendre le rythme de croisière qui était le sien ou est-ce qu'ils vont lâcher parce que l'OM va sûrement encore gagner beaucoup de points, aura des performances en dents de scie, on perdra forcément quand on voit l'irrégularité de l'OM, à voir si Lens arrivera à maintenir sa régularité même en perdant certaines grosses rencontres contre des gros jusqu'à la fin de la saison. Ça dépendra de ça si Lens à la fin sera encore dans ce top 4 ou pas. Contrairement de l'OM, ils n'ont pas la Ligue des Champions, mais... Oui, ils ont aussi cet avantage-là. Après Paris, à mon avis, ils partent, là, on les voit plus, c'est mon avis. Hein. Oui, non, mais tu peux, Et ils seront dans les 4, il y a Lyon qui seront pas loin, Lille. On y reviendra tout à l'heure, il y a Strasbourg aussi. Bien sûr, Strasbourg. Il y a Strasbourg-Paris, là, je crois, ce week-end. C'est ça, exactement. Beaucoup Strasbourg, j'aime beaucoup l'attaquant argentin devant. Micheli, j'aime beaucoup ce qu'ils font au Strasbourg, ce qu'ils proposent. En plus, ils ont changé de coach et tout. Très intéressant. Toi, Michel, quand tu as vu ce point tactique de Roberto De Zerbi, est-ce que tu as vu aussi que les demi-espaces, il y avait vraiment beaucoup, entre les lignes, il y avait beaucoup de place du côté de l'OM, ce qui laissait la part belle aux Lensois qui ne pouvaient pas exploser en contre, mais lors de contre-attaque, il y avait vraiment de la place pour aller mettre en but, tout simplement. Alors, c'est sûr que quand on met quelque chose en place pour désorganiser l'adversaire, on se désorganise soi-même par rapport à l'adversaire. Le souci, c'est que après, il faut avoir les joueurs qui ont la vitesse nécessaire pour venir combler les espaces, mais c'est peut-être un choix volontaire de laisser peut-être des espaces pour que les Lensois s'y engouffrent, mais laissent des espaces dans leur dos aussi. Donc, c'est une bataille navale, en fait. Chacun avance ses pions. Mais là, je pense que les Marseillais étaient beaucoup plus volontaires que les Lensois. Et les Lensois ne s'attendaient pas du tout à un début de match comme ça. Ils ont plutôt l'habitude de gérer, de garder le ballon. Et là, les Marseillais les ont vraiment bougés. Et ils ont eu beaucoup de difficultés à revenir dans le match, quelle que soit la stratégie qui était utilisée.
Mais je pense quand même que les Lensois continueront à rester sur une vague. Parce qu'on voit quand même que Rennes, ça descend, ça monte. On voit que Lille, là, on voit que ils sont pas loin de la crise. Ils sont pas très loin de la crise. Giroud sifflé, c'est pas. Donc je pense que Monaco, on sait aussi que ça monte, ça descend. Donc je pense que si Lens arrive. Ils seront dans le coup. Voilà, après perdre à Marseille 3-1, c'est pas non plus. Il n'y a pas de quoi se remettre en question à l'entraînement ce matin, quoi. Donc on pense au match. Pierre Sage, très, très bon coach. Oui, en plus Pierre Sage a beaucoup de sagesse, justement, il sait gérer ses moments faibles. Et je pense que Lens devrait continuer et peut peut-être prétendre à une Ligue des Champions l'année prochaine. Et Lens en plus qui avait su, Pierre Sage du moins qui avait su trouver les réponses après le premier quart d'heure, qui du coup, finalement Marseille s'est un peu arrêté de jouer aussi peut-être, mais a su trouver justement les réponses pour avoir trouvé quelques occasions, parce qu'on voyait que Marseille évoluait à 5 derrière pour justement arrêter la ligne de 5 en fait d'attaque de Lens, qui avec les 2 pistons et les 3 attaquants. Et grâce à ce marquage individuel, ils arrivaient à trouver des espaces dans le dos, à l'instar de Hudson-Edouard qui, vers la 30e minute, a une occasion, un face-à-face à 2-0 juste avant la mi-temps. C'est ça, un 2-1 à la mi-temps, c'est pas la même chose. Ça se joue au détail. C'est ça, exactement. Justement, tu parlais de joueurs qui étaient capables de faire les efforts pour combler ces trous. Il y a un joueur qu'on a vu, pas spécialement à son poste, mais pas très loin non plus, c'est Péchao, qui était piston, et qui j'ai trouvé beaucoup plus intéressant lorsqu'il est piston que lorsqu'il est un cran au-dessus, à savoir que piston, il partait de plus loin, et il avait cette place pour arriver lancé, à la différence que quand il démarre de plus proche de la cage adverse, il a moins ce temps pour y aller. On sait qu'il est un peu techniquement juste, du moins plus juste que ce qu'on pensait. Donc vraiment, Péchao piston, on peut dire qu'on a trouvé sa solution, mais il a quand même montré un beau visage à ce poste-là, non? Bah oui, Péchao, quand même, il a joué dans un poste qui répond plus à ses qualités physiques. Ouais, à ses qualités physiques. Ouais, il est explosif, donc il lui faut de l'espace. S'il est trop collé à une défense, il va. Alors que là, en partant sur un couloir où on sait que c'est souvent moins dense, les couloirs sont toujours plus libres. Et là, je pense qu'avec son explosivité, il peut faire pas mal de dégâts. Et on l'avait déjà vu en Ligue des Champions, pas dans un rôle de piston, mais en Ligue des Champions où il a plus d'espace, il a été beaucoup plus performant qu'en Ligue 1. Mais même au-delà de ce nouveau poste et de ces nouveaux espaces, je l'ai trouvé juste, pas forcément dans sa manière à percuter, mais dans ses passes, dans ses contrôles, je l'ai trouvé assez juste techniquement. Et s'il continue à garder avec en plus une énergie folle, parce qu'il n'hésite pas à venir faire les efforts, gratter des ballons. J'ai le souvenir en première mi-temps, il fait un sprint pour rattraper un joueur lensois lancé. Enfin, c'est pas forcément le profil qu'on attendait en voyant un ailier brésilien à ce prix-là arriver à l'OM, mais c'est un profil vraiment utile à cette équipe en tout cas. Oui, à un moment il fait un retour défensif aussi qu'il n'aurait pas fait s'il avait été un cran dessus. Donc, en plus là, Emerson qui est incertain, voire indisponible pour Bruges, ouais. Donc ça peut être une bonne solution en Ligue des Champions quand même. Et en plus, il y avait même parfois Wea et Péchao qui permutaient sur les ailes, comme quoi c'est même la polyvalence des 2 pistons qui peuvent permettre d'être plus imprévisibles en attaque en fonction des qualités de chacun. Donc c'est une arme sur laquelle Roberto De Zerbi pourra s'appuyer. Ouais. Donc surtout qu'en plus, même même s'il a demandé un bon rendement statistique, là, même si on le verra moins à l'avant-dernière passe, enfin à la passe justement, parce qu'on l'a déjà vu à l'avant-dernière passe sur le 3e but, où il tente une passe à l'aveugle, il fait la passe, il fait ça alors qu'il n'y avait personne là-haut, enfin tu vois. Après le décalage est super bien fait, et belle finition d'Amine Gouiri, parce que le centre de Wea il est bien aussi, mais quand même Amine Gouiri, je ne sais pas ce que vous avez pensé, mais doublé, mais c'était pas son meilleur match collectivement, l'impression qu'il pouvait garder un peu trop les ballons certaines fois. Ouais, sur ce match, j'ai pas spécialement relevé ça, je sais pas. J'ai pas fait une fixette sur ça. Après, un attaquant ou un avant-centre, peut-être qu'il a gardé ou des fois il n'a pas joué juste, mais il sort sur un doublé. Non, s'il sort un doublé, on signe avant le match, c'est sûr et certain. Après, Marseille, il y a eu beaucoup de turnover aussi. Péchao, Wea, Pavard qui est arrivé, Emerson, les 2 nouveaux. Il y a tous les ans, malheureusement, la stabilité, c'est compliqué. Il y a 10-12 joueurs à chaque fois qui arrivent et qui partent. Mais bon, c'est bien ce qu'ils font. Mais ouais, pour Gouiri, ça m'a pas interpellé moi sur ce week-end-là. Sur ce match, je l'ai peut-être trouvé parfois un peu individualiste. Après, c'est un joueur qui revient de blessure, qui je pense a envie de mettre les bouchées d'eau pour rattraper, de montrer que c'est lui le numéro 9 et de garder son note titulaire, parce que je pense que dès qu'il aura un rendement un peu moindre, il y a quand même un Aubameyang qui peut-être est un peu moins bien, mais qui reste quand même un client
comme concurrent. Donc je pense qu'il voulait vraiment montrer, peut-être qu'il a peut-être un peu trop voulu montrer à un des moments. Je me rappelle à un moment donné, c'est sur Péchao, il a l'occasion de lui mettre et il préfère y aller de lui-même. Donc c'est un choix. Après, s'il marque, on dit que c'est un génie. Donc ouais, Gouiri, peut-être qu'il a voulu peut-être un peu trop en faire, mais bon, au final, il s'en sort à 2 buts. Donc s'il continue comme ça jusqu'à la fin de la saison, on sait quand on le ressent, il faut que ce soit un peu égoïste aussi. Ils avaient peut-être décelé une faiblesse dans la défense centrale lensoise. Oui, en plus avec pas mal, avec des absences. Ils insiste beaucoup devant, garde le ballon, tu vas peut-être les déséquilibrer, les mettre en doute, et c'est peut-être une consigne volontaire du coach qui lui a demandé de jouer vraiment. Alors c'est vrai que des fois il a gardé à mauvais escient, mais malgré tout, tant que le ballon est dans les pieds, il n'est pas dans la défense marseillaise. C'est pour ça, parce qu'on ça c'est moins grave. Parce qu'on lui reprochait souvent le fait d'être trop dans le jeu et pas assez devant le but, pas assez tueur. Et au final, là, il fait un match aux antipodes de ce qu'il a pu proposer depuis ce début de saison. Et au final, ça a marché, ça passe, c'est ce qui coûte le premier but. En tout cas, c'est ce qui lui ramène le premier but où il provoque les comptes favorables. Après, il tente, il y va, il dribble, et puis... Non, mais il faut la réussite comme ça, c'est que Martin, il a fait cette réussite. Bah là, tu vois, j'ai la défense centrale devant sous les yeux. Leur meilleur recrue dans l'axe, c'était Samson Baidoo qui était absent. Là, ils ont joué avec Gagnou, leur jeune, qui montre un beau visage depuis qu'il joue, Malang Sarr et Ruben Aguilar, qui n'est pas habitué à jouer défenseur central. Donc peut-être qu'il y avait ce truc d'insister sur cette défense qui serait peut-être sans doute friable parce que leur gros nom était absent lors de ce match, sur certains. Il y avait en plus Udol à un moment donné qui a été repositionné en... Udol a commencé plus à gauche, mais après... Qui a repositionné en centrale. Voilà, un Mathieu Udol, vu ce qu'il apporte sur son côté gauche depuis le début de saison, l'avoir en centrale, devoir le mettre en centrale, c'est un peu... du coup, tu perds forcément offensivement. C'est vrai que j'ai rarement vu, enfin j'ai peut-être pas vu un centre de Mathieu Udol sur ni une tête de Solénoir, d'ailleurs, bien évidemment. Mais du coup, oui, l'OM a réussi à marquer, mais l'OM a aussi réussi à encaisser un but. Donc ok, c'est le RC Lens, mais le clean sheet est toujours loin, entre guillemets. C'est sûr que dans un match comme ça, on peut se dire que tu rentres au vestiaire avec un 3-1, surtout en fin de match, qui peut être, on va dire, évitable. C'est vrai que tu étais content de la victoire, mais tu l'as peut-être un peu là de pas être rentré avec la cage en violet. Bah ouais, surtout que le but, il arrive en fait de quasiment rien. C'est une paire de balles au milieu de Bacola, qui ensuite, sur une défense désorganisée, permet à... C'est Manu Sangaré qui fait ça exactement, devant Rouly, qui finit bien mais également. Mais c'est vrai que du coup, il y a, même sur ce genre de match, heureusement, il y avait déjà le troisième but qui était arrivé pour se mettre à l'abri, mais au final, ça reste un peu l'ombre noire au tableau. On demande si tu as pris des bras dans le chat. Mickaël demande si tu as pris des bras. Non, pas du tout, c'est l'angle de la cam. Merci du grand angle qui fait ça. Mais oui, du coup, c'est un peu dommageable de rentrer avec un but au tableau. Et justement, là, j'anticipe, avant le quiz de tout à l'heure, les derniers clichés de l'OM, hormis la Coupe de France, c'était quand ? Si vous l'avez pas, on passe. Si vous l'avez, il y a un point de plus d'avance pour le quiz de tout à l'heure. Dernier clean sheet de l'OM, hormis Bayeux et Bourg-en-Bresse. La dernière fois qu'on gagne un match sans encaisser un but. C'est pas le PSG, non? Non, c'est pas le PSG. C'était Monaco mi-décembre, on gagne 1-0 à... Ah oui, bon, refusé du coup. Oui, les deux, ça va pas. Bon, c'est pas grave, pour l'instant, ça reste équilibré. Les trucs qui sortent comme ça d'un coup, on sait jamais, pas attention. C'est bien, faut être vigilant. Ah oui, mais oui, du coup, l'OM qui rentre avec un but à la fin du match, mais tu sentais que, tu vois, quand j'ai revu l'action du but, Bacola, comme tu l'as dit, qui part la balle, et on voit un Houibière qui était aligné avec Balerdi, en défense du moins sur ce fait de jeu, qui sort beaucoup sur Sangaré, et derrière il y a un gros trou qui permet au milieu de faire l'extérieur et de rentrer. Mais même sur d'autres actions, on sentait la défense de l'OM beaucoup moins scolaire, moins disciplinée, alors qu'une défense c'est justement le but d'être scolaire, discipliné à l'instar de l'attaque où tu dois être un peu créatif. Donc c'est vrai qu'on a senti un peu parfois des moments de panique, hein, comme souvent dans cette saison, de la défense de l'OM qui du coup encaisse un but de cette manière, ce qui est un peu dommageable quand même, non ? Mais c'est quand même souvent ces genres de buts qu'encaisse l'OM sur des ballons mal relancés ou mal écartés, où on ne sait pas trop. Alors est-ce que le problème c'est que les premiers relanceurs ne viennent pas assez bas pour chercher les ballons? Parce qu'ils essayent de ne pas allonger, ils essayent de jouer dans les pieds, mais quand on joue dans les pieds, on sait qu'il faut qu'il y ait du monde, qu'il y ait de la vitesse, qu'il y ait des espaces occupés. Le problème est peut-être plus profond dans le jeu de l'équipe, mais après c'est vrai que ça fait toujours râler de prendre un but. Ça, oui.
quelles que soient les victoires, quand on prend un but, on va se fixer sur ce but-là. Pour les coachs, c'est valeureux, mais c'est... Mais même les gardiens, je pense à Flavio qui était un grand gardien dans sa jeunesse. Oui, grand gardien. Tu rentrais à 6-1 d'un match, tu sais... Si tu fais une performance pleine et que tu te prends un but comme ça qui peut être évitable, parce que là ça part juste d'une perte de balle. Le Bacola qui prend pas l'info, derrière ça vient, ouais. Donc voilà, donc prendre juste un but comme ça dans une prestation qui pour l'instant est quasi parfaite, c'est sûr que c'est toujours rageant, surtout qu'en plus c'est récurrent et on le sait que dans la saison de l'OM c'est pas arrivé qu'une fois, quoi. Oui, justement il y a Jadot dans le chat qui dit qu'il y a souvent des moments de panique du côté de l'OM, ça s'est vu là. Et puis même c'est Bacola qui part là-bas, et Bacola qu'on avait envie sans doute de voir jouer en tant que jeune de l'OM, tout ça. Mais là, il n'a pas fait forte impression, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu en penses, Anthony? Parce que là, il se plaint de ne pas avoir tant de jeu, etc. Mais parfois, sans doute que s'il y a des moments comme ça, c'est sûr que l'un va avec l'autre. Après, c'est sur un quart d'heure, 20 minutes, on ne va pas juger sur ça. Mais du moins, là, sur ce match-là, ce qu'il a fait, c'était pas sa meilleur match. Tout à fait, c'est pas suffisant. Et après, c'est un petit jeune, hein, il arrive, on a des attentes, on est à l'OM aussi. Et ce qu'il y a, c'est que tu as 11 ou voire 14 joueurs qui sont très très bons. Et quand tu rentres, d'être direct au niveau technique, tactique, c'est quelque chose. Hein. Enfin, nous, quand on a joué un petit niveau amateur, moi je sais quand j'avais des belles équipes et qu'il n'y avait que des très bons joueurs de ballon autour, il fallait être bon de suite. Hein, il fallait se mettre au diapason. Sinon ça se voit direct. Mais là ça s'est pas fait sur les 20 minutes qu'il est rentré. Bon, peut-être qu'après, il faut lui laisser le temps, il faut être patient avec les gens aussi. Et on a tendance à ce on veut qu'il soit tout de suite performant et tout, mais il faut laisser le temps. Surtout qu'en ce moment, il a vraiment des miettes, donc rentrer comme ça dans un match contre un Lens, en plus c'était une période où du coup on avait un peu moins le ballon, donc il a peut-être été un peu moins juste techniquement, mais il est très jeune, puis même dans les intentions, je l'ai pas vu. C'est en préformation. Oui, on va le chercher au Racing Club de France à Paris, il vient après les Il faut laisser le temps. Après, nous, ce qu'il y a en France, c'est qu'à 17, 18 ans, 19 ans, t'es trop jeune, tu fais pas tes preuves, on te fait pas confiance finalement. 35 ans, t'es trop vieux, donc. Non, pas du tout. Non, c'est compté, hein. C'est comme Nadir, quand il rentre, on lui demande, il faut être bon, mais bon, ça pareil, ça sort du centre, ça a 20 ans. On ne peut pas leur demander d'avoir des joueurs confirmés. C'est pour s'améliorer, de faire des erreurs. Même Pexao, Ouya, c'est pas des joueurs qui ont fait des grosses prestations pour l'instant en Ligue des Champions ou quoi que ce soit. Hein. C'est pas des joueurs confirmés plus, pas encore. Moins que les Aubameyang, il y a c'est ça, eux, ils ont déjà fait leur preuve à un niveau. Et puis ça prendra le temps que ça prendra. Regarde, là, ils nous ont prêté le petit jeune Arsenal. C'est parce que pour l'instant, il n'a pas la marge d'Arsenal, mais il a peut-être la marge de l'OM, donc il va jouer, ça va lui faire du bien et il va rebondir certainement. C'est ce qu'il avait fait Saliba à l'époque. Il fait une année pleine à l'OM, il va à Arsenal, taille patron. Saliba, il avait déjà aussi quelques matchs en Ligue 1 avec Saint-Etienne, avec Nice, on l'avait vu un potentiel. Tu vois, Noaneri, à part des suiveurs de Première Ligue et même des suiveurs de foot comme de cette table, on le connaissait. Est-ce qu'on s'attendait, est-ce qu'il arrive à performer aussitôt? Première convaincante, j'imagine que oui. Mais à quel point, selon toi, Flavio? Il rentre, il est déstabilisant sur son côté, il s'adapte de suite au jeu de l'équipe alors qu'il a 1 ou 2 séances dans les jambes. Il marque, je pense que pour un début, c'est compliqué de faire mieux. C'est sûr que des joueurs qui ont fait des débuts à l'OM, il y en a plein qui en ont fait des très beaux. Et après, ça c'est... Je pense à un triplé de Dario Benedetto, de Valère Germain, par exemple. On a des choses comme ça en tête, c'est sûr. Ouais, mais bon, après, je pense pas que c'est le même joueur, le même calibre que deux autres. J'aime bien les deux, mais Germain et Benedetto. Il y a plus de potentiel que Germain? Ouais, je crois, ça s'entend. Ça s'entend. Germain, quoi qu'il en soit, c'était un bon joueur de Liga. Après, oui, Germain, c'était des joueurs qui te mettaient 15-18 buts par saison pendant des années. Alors c'était pas académique, c'était petit profil, petit gabarit, mais c'était 18 buts par saison. Hein, c'était intelligent. Pour un entraîneur, 9,5, ça joue en déviation. Je crois que c'est l'année de Nice qui fait une très bonne année. Avec Puel, avec Ben Arfa, Monaco. À Monaco, c'est un entraîneur, tu peux voilà. Après, il faut formuler l'équipe autour de ça. Après, il est peut-être pas fait pour l'OM non plus, mais Nice, Monaco, il fait des très bonnes saisons. Ouais, et puis après, ça a été un peu compliqué pour lui dans le sens où c'est un mec qui joue beaucoup à 2 attaquants. L'OM, il a toujours joué seul en truc, donc il a jamais non plus été mis dans les bonnes conditions. Tu rentres de l'OM, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est compliqué de voir comme ça. Mais pour revenir en plus sur Noaneri, ce qui était étonnant, c'était sa présence dans le 11 parce que Flavio l'a dit, il avait que quelques séances dans les jambes et même sur la forme de match. Il est arrivé le jeudi, il me semble. C'est ça, et avec Arsenal, il avait pas grappillé tant de minutes que ça. Non, pas cette saison du moins. C'est ça. Donc, du coup, trouver cette forme de match avec une séance d'entraînement, forcément,
Et si en première ligue, ça peut aider à s'affûter. Mais c'est vrai que c'est toujours différent l'entraînement et le match, et le voir performant dès ça. Après, à renouveler, est-ce que c'est pas le plus dur maintenant? Là, il a fait une bonne prestation, maintenant il a mis la barotte. La barre, elle est où, Est-ce que là c'est pas le plus dur maintenant de confirmer Là, il est rentré sans pression. Bien sûr. C'est que du bénéfice. C'est que du bonus pour lui. Donc. Et accompagné, lui, il y avait Timber aussi qui fait une première convaincante. On sent qu'il est monté en puissance au fur et à mesure du match, même s'il est bien sauvé à un moment sur un tacle au début du match, où si l'arbitre va voir la vidéo, il fait pas 90 minutes, notre nouvelle recrue, qu'on a eu pour 4 ou 5 millions à peu près, alors qu'il en vaut 20. Lui, à la différence d'un Neri, dans 6 mois, il est encore là. Enfin, sur le papier. Il est en fin de contrat en juin, c'est pour ça qu'il a oui, pris l'argent. c'est pour ça. Il jouait avec Péchao. Il était. Oui. Mais là, il jouait même encore à Feyenoord, il avait 90 minutes à chaque match, donc oui, c'était quelqu'un qui était. Mais il voulait pas renouveler, en fait, ça s'est fait comme ça, quoi. Donc, Timber qui est arrivé du côté olympique de Marseille, que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé son agressivité sur le ballon. On le voit surtout quand on l'a vu gratter des ballons en première période, en deuxième période, un peu plus balle au pied où il ressort d'un pressing. Toi, Anthony, qu'est-ce que tu en as pensé de cette première de Timber, convaincante aussi, mais moins flamboyante, moins spectaculaire que celle de son homologue d'Arsenal qui est arrivé? Alors moins exceptionnel parce qu'il marque pas, il se détache pas, oui, c'est pas un joueur. Moins flamboyant, on va dire. Il n'est pas dans la création dans le truc, mais c'est tout aussi intéressant dans le cœur du jeu, j'ai trouvé, en récupérateur, en 6 ou en 8, un peu dans le foot d'aujourd'hui. Et moi, je préfère autant un joueur comme ça que plutôt qu'un joueur qui va faire un peu des différences individuelles. Moi perso. Oui, vas-y, je t'en prie. Et au cœur du jeu, ça va être un régulateur un peu de l'équipe parce que l'OM c'était un peu limité aussi avec Albert, Kondogbia, il manquait un peu de créativité, de folie. Il y avait eu contre Liverpool. Voilà, de dernière passe. Alors pareil, est-ce qu'il va renouveler? Est-ce qu'il va avoir faut leur laisser le temps, faut laisser le temps à De Zerbi aussi de mettre les choses en place. Ah ouais. Mais moi j'ai bien aimé perso. Okay. Puis en plus il a amené quand même pas mal de courses, chose qui manque parce qu'on a un milieu de terrain qui est quand même qui est un peu lent, très mobile avec Højbjerg, Vermeeren qui ont des qualités, mais c'est pas les qualités de course qu'a pu amener Timber. Donc je pense de ce côté-là il va faire pas mal de bien à l'équipe marseillaise, ça ajoute un profil différent. Je parle d'un profil un peu plus offensif avec des courses vers l'avant, à la différence des Kondogbia qui font. Oui, c'est ça. Par exemple, j'ai pas beaucoup de souvenirs d'un Højbjerg qui prend le ballon et qui part. Qui fait 20-30 mètres, ou même d'un Vermeeren qui se distingue plus par la passe, par orienter le jeu. Et c'est un profil qui me manquait. Par exemple, Rongier à l'époque était capable de le faire, même si Rongier avait peut-être d'autres lacunes que n'ont pas Vermeeren et Højbjerg. Bon, pas pour toi, je connais ton amour pour Højbjerg arrive à se retrouver dans des situations offensives. Alors peut-être pas sur des ballons portés, mais sur des ballons suivis. Oui, c'est ça, mais c'est sur les ballons portés. Il arrive à se projeter à l'entrée de surface, souvent il se procure des occasions, malheureusement. Il est souvent en bout de course et tout, et c'est compliqué la finition aussi. Oui. Mais ouais, c'est ce qui manquait aussi. Donc voilà, un profil comme Timber qui va pouvoir porter parfois le ballon sur plusieurs mètres pour sortir d'une situation, ça peut que faire du bien. Il y a dans le chat qui dit que Neri fait pareil en première ligue, de pouvoir faire ça en Ligue 1, c'est normal. Dans l'Arsenal, ça s'entend. Ouais. C'est capable de faire ça face à des équipes ne serait-ce que moyennes, on va dire, de première ligue, faire ça en Ligue 1 en termes d'abattage physique. Parce qu'on le voit lancer, Neri, ça fait mal. Tu le vois lancer partir avec 15-20 mètres devant lui. Enfin, ça va au bout, la preuve, on l'a vu avec ce crochet et ça fera. Parce que sur son but, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'ailiers, ou en tout cas beaucoup de meneurs de jeu, parce qu'il y a l'appel de Weah sur le côté droit. Je pense que la plupart des joueurs auraient peut-être choisi l'option facile de faire la passe sur le côté, mais forcément, en courant dans l'axe, on se rapproche plus du but qu'en courant sur le côté. Donc du coup, et puis il a fait parler sa technique avec le crochet et puis la frappe. Donc c'était peut-être ce qui manquait dans ce milieu de l'OM, beaucoup de courses, plus de liberté balle au pied. Et ça a permis d'ailleurs même à Højbjerg d'un peu plus briller, parce qu'il était beaucoup plus souvent balle au pied face au jeu, là où d'habitude il lève les bras et il met au jeu. Exactement. Oui, voilà. Le commentateur qui dit qu'après le but d'Oneri, un but greenwoodien ou greenwoodesque. Des attitudes pied gauche comme ça. Puis Weah fait le bon appel pour lui libérer aussi, pour qu'il puisse entrer dans l'axe. Parce qu'il y a le jeu sans ballon aussi, on s'en rend pas compte, mais le jeu sans ballon est énorme. Mais c'est bien pour les échéances à venir, s'il continue d'être qualifié ou en barrage ou en 8e de Ligue des Champions, d'avoir peut-être ces 15, 16, voire 17 joueurs dispo et au niveau pour aborder les meilleures échéances. Quoi. Puis avec Nwaneri, ça permet vraiment d'un peu plus étoffer le potentiel offensif. Là, on se rend compte que le match, on a fait rentrer Greenwood, on a Aubameyang sur le terrain, on a Ahmed Traoré, on a Péchao, on a Gouiri. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'équipes... déjà en Ligue 1, mais même en Europe, je pense qu'il y a pas mal de clubs qui signeraient pour avoir ce potentiel offensif. J'ai vu des supporters sur le réseau dire c'est une meilleure ligne d'attaque que celle de Chelsea, par exemple. Avec qui l'OM est comparé, pour te dire, tu vois ce que je veux dire. Mais ça fait au final, avec ces victoires, l'OM qui
qui se rapproche un peu plus du top 2 et qui s'éloigne, on va dire, du top 4 avec Lyon qui était derrière, à 5 points de Lens, qui a vu le Paris Saint-Germain lui passer devant après cette victoire face à Auxerre. Je pense justement on a un peu fait le tour de débrief de Lens, à part si quelqu'un qui fait un petit message particulier sur un joueur qui l'a marqué ou un autre truc qu'on n'a pas évoqué, sinon on peut passer à l'affiche du dimanche soir. Celui de Strasbourg qui avait hier une victoire 4-1 des Strasbourgeois. Une victoire qui, on va dire qu'on n'a pas vu venir, mais c'était deux équipes on va dire un peu malades, mais Strasbourg quand met 4 quand même à Lille. C'est fort quand même. C'est une grosse performance de Strasbourg, mais je trouve que c'est un peu sévère pour Lille qui a quand même eu des occasions, mais qui a été beaucoup moins efficace dans les deux surfaces que Strasbourg, qui pour le coup a été vraiment tranchant, à l'image d'un Panicelli qui a marqué de suite quasiment sur son premier ballon. En plus, ça faisait un moment. Vrai but de 9 en plus. Un vrai but de 9, et ça faisait un moment qu'il n'avait pas marqué, si je me trompe pas. Je le regardais, mais là, on est à 11 ou 12 buts là. C'est ça, il est derrière un but derrière le coach. Il est loin de son rythme de croisière de septembre-octobre, c'est sûr et certain. Et donc Strasbourg, son efficacité a permis de faire mal à chaque fois qu'il rentrait dans le camp adverse face à Lille, donc forcément Strasbourg qui fait la bonne opération en se rapprochant des Lillois. Et justement les Lillois qui avaient Genesio en tribune, qui était en tribune parce que est-ce qu'il n'avait pas pris une suspension pour qu'ils soient en tribune? C'est juste par rapport avec sa direction qu'il y a eu des problèmes. Sa direction, il a dit en conférence de presse avant match qu'il voulait peut-être, au début de semaine, il a dit que c'était peut-être son dernier match, mais dans les dernières semaines de sa carrière à Lille. Mais là, pour l'instant, ce match ne lui a pas rendu hommage. Mais Lille qui avait aussi pas mal d'absents quand même. Oui, et du coup, qui a permis avec Strasbourg, qui eux reprennent une nouvelle dynamique avec Gary O'Neill. Donc du coup, pas l'image de Panicelli qui revient, qui remarque. Il y avait Enciso juste derrière lui. En fait, finalement, le quatuor d'attaque était en forme. Il y a eu Martial Bodo, le jeune, là, qui a mis un doublé. Et qui, du coup, emmène Lille vers une 5e défaite de suite de compétition confondue. C'est ça. Et Genesio, qui comptait peut-être faire son dernier match, il en est peut-être pas si loin sportivement. Du coup, il a dit qu'il serait là jeudi, là, en Europa League. Peut-être les relancer en Europa League, là, faire une petite victoire. Et bon, après, il y a toujours des séries, hein, tous les bons. Même Paris, là, on a vu que cette année, en championnat, ils galèrent un peu plus. Hein. Et tous les bons clubs ont leur petite phase. Au Real, ils sont deuxième. Bon, parenthèse, ça va voir. Ils ont changé le coach alors qu'ils sont deuxième en Ligue des Champions, deuxième en championnat, un point de Barça. Ça va trop vite, on a trop d'attentes, Et Lille, ils sont encore dans beaucoup. Alors, c'est leur place après, hein, dans les 5-6 premières places. Voilà, hein. C'est des belles équipes européennes, françaises. Hein. Ils ne peuvent pas prétendre plus haut, je pense. Là, si on voit comptablement, Lille peut passer 8ème. En Europa League en championnat, comptablement, si défaite qu'il y a lors du prochain match et que tous ceux d'en dessous arrivent à gagner. Donc oui, ça peut être une mésaventure pour les Lillois, mais après ils peuvent se relancer. Dans les 5-6 premiers en championnat cette année. En tout cas, ceux qui sont bien relancés, c'est peut-être une des équipes les plus en forme de Ligue 1, c'est Lorient. Lorient actuellement, qui est sur une série de victoires, mais de 5-6 matchs sans défaite, qui s'est imposé dans le derby. Lorient face à Rennes 2-0. Avec un Pablo Pagis qui est du coup devenu bien meilleur que son père. Ouais, c'est ça, en 2026, il y a un Pagis qui a marqué dans le stade de Rennes. Donc, son père, c'est un sacré joueur. Oui, c'est un sacré joueur. Mais du coup, Michael Pagis qui fait un vrai match, et Lorient, le Lorient Pantaloni, qui montre un beau visage depuis quelques matchs quand même, Flavio. Ils ne perdent plus, ils posent des problèmes à beaucoup d'équipes. Leur dernière défaite, c'est pas contre un match contre Paris, si je ne me trompe pas, où ils posent également énormément de problèmes au club parisien. Donc c'est une équipe qui défend bien, qui arrive à bien contrer avec les joueurs rapides qu'ils peuvent avoir devant, et ça leur permet d'accrocher quand même pas mal d'équipes. En plus, ils ont un peu la réussite en ce moment parce que Rennes a eu quand même quelques occasions. Rennes n'a d'ailleurs pas trop été en réussite, et ça leur permet d'être à cette très belle 9e place pour un club de Lorient. Je pense qu'ils auraient signé dès le début de saison pour être à ce moment-là du championnat 9e. Là, 9e, ils sont devant Monaco. Alors, c'est pas un exploit peut-être en 2020. Peut-être pas un exploit. C'est plus une référence. Non, on va arrêter, Monaco n'est plus une référence. Mais oui, Lorient, même individuellement, pour le Lorient, il y a de la qualité dans l'effectif. On pense à Pagis, on pense à Bamba Dieng, qui est pour Lorient, c'est quand même un attaquant. Il y a Arsène Poitiers, le latéral gauche. Enfin, il y a un collectif là.
Jean-Victor Makingo, la mayonnaise est en train de prendre du côté des Merlus. Complètement, parce que c'est ce que disait Flavio, ils sont invaincus depuis novembre, ils n'ont pas perdu depuis le PSG. Et Ils ont perdu contre Lens, ils ont pris 3-0, mais ça reste le RC Lens. ouais, c'est ça exactement, du coup, qui était premier. L'équipe du camp. Et justement, Lorient qui était, j'ai noté, ils étaient 15e il y a 4-5 journées. Et là, ils se retrouvent 9e à 3 points de la 6e place, qui pourrait être qualificative en Europe en fonction des résultats en Coupe de France. Sait-on jamais, ouais. Mais du coup, qui peuvent peut-être jouer les troubles faits, comme avec Strasbourg, dans cette lutte européenne. Ben, il y en a qui a joué les troubles faits aussi en Ligue 1. C'est un petit Brésilien qui s'appelle Henrique. Henrique qui face à Madrid de Lyon. Plus 7 buts à Saint-Symphorien, pas 7 buts du FC Metz, hein, faut pas exagérer. Mais ouais, voilà, triplé. Et même Metz qui fait l'ascenseur Ligue 1. C'est une année paire, donc ils vont Oui, descendre. Semaine, année A on monte, année B on descend. Ils ont un nouveau coach, Benoît Tavenot, le changement de coach en pleine saison, c'est ce qu'on Avec pense. 3, je crois qu'ils ont passé un accord. Oui, c'est pour ça. C'est ça. Surtout que sur le classement Ligue 2, 3 est premier. 4 en avance, c'est pas le premier. Alors là, tu te dis, ça y est, c'est la bonne année, ils vont se maintenir en D1, et puis en Ligue 1, et puis finalement. Bon, moi, le supporter, tu vides un peu démonté. Bon, Ouais, ça, mais au moins, c'est ça. tu es démonté. Il y a quelques titres du coup. Bah, il y avait de l'animation en Faut pas plus le à mettre en tribune ce week-end, on l'a vu avec les feux d'artifice qui ont été lancés pendant le match. Oui, bah, ils ont pris exemple sur les meilleurs supporters français. Oui, il y a des choses comme ça. Feu d'artifice, moi, le spectacle du côté de Metz, il était dans les tribunes, il n'était pas sur le terrain. Mais Hendrik, oui, qu'on a mis, qui m'a un triplé, il a envie de jouer. On sent que le gamin a envie de jouer, non, Anthony? Est-ce que tu le connais? Bon, on connaissait du Real, est-ce que tu le connaissais de Palmeiras? Est-ce que tu l'as vu de Palmeiras? Non, pas du tout, je vais être honnête. Après, au Real, la marche est haute, hein, il est encore jeune, il y a des monstres devant lui en attaque qui sont inlevables pour l'instant. Et justement, un club comme Lyon, je crois qu'ils n'ont même pas d'option d'achat. Hein. C'est juste un prix pour la Coupe du Monde. Hein, voilà. Le gars, ils leur ont dit on va pas abuser non plus. Non, voilà. Ils avaient quand même la clause apparemment pour le refaire revenir quand il y avait Il y a une clause par contre pour un certain nombre de matchs. Il doit faire un certain nombre de matchs. Et puis on lui souhaite, et puis qu'il aille à la Coupe du Monde pour lui se faire plaisir, parce que en plus je crois que l'attaque du Brésil en ce moment c'est pas non plus. Ils sont à la recherche d'un numéro 1. Il n'y a pas les références qu'il y a eu à l'époque, c'est loin d'être là. Donc, Ah oui, non, là avec les João Pedro devant, on est loin de. avec Rodrigo, Ronaldo, ouais, le Cristiano Ronaldo. et Rodrigo et Vinicius, ça peut faire une belle attaque pour le mondial. Là. Ouais, bien sûr. Pour le Real. Ça va se ressembler. Pour le futur. Oui, pour le Real, l'année prochaine, ça ne m'étonnerait pas qu'il retourne au Real, qui gratte un numéro 9, peut-être meilleur que Gonzalo Garcia, qui est pas nul, et de ce qu'il a prouvé actuellement, Henrik, il est à 4 buts. Il met Mbappé en 9 là. Oui, bien sûr, derrière lui, bien sûr que oui. Mais 4 buts En second couteau, ouais. Et le Real, c'est un peu comme Paris, ils mettent pas les grandes stars sur le banc, ou faire 60 et l'autre 30. Et en plus, on a vu que c'était un joueur. Comme City, à la hand, ils tombent pas. Hein, ou en Cup, des fois, quand ils jouent des 3 ou des 4, mais les mecs, ils veulent performer, mettre leurs 40 buts par saison. Mbappé, Il laisse pas de miettes au minot. Quoi. Surtout pas au Real. Ah non, c'est un compétiteur. Et puis en plus, Mbappé, du coup, au Real concentre toute l'attention, toutes les actions, tous les buts. Donc c'est vrai que ça aurait été. Alors il faudrait qu'ils aient 36, 37 ans, 38 ans comme Lewandowski au Barça. Ou Ferran Torres, il arrive à prendre du temps de jeu. C'est ça, exactement. Avec un Lewandowski qui est vieillissant, qui est sur la fin. Comme Aubameyang là avec Gouiri, parce qu'il y a 3-4 ans, il ne devrait pas jouer Gouiri. Non, pas du tout. Et là, à Haaland, ils sont en top, Mbappé, ils sont au top. Non, et puis en plus, Hendrik, c'est un joueur très talentueux, donc à l'image de Nwaneri, c'est des joueurs qui avaient besoin de temps de jeu pour. Et qu'ils n'en ont pas dans leur club et qui ont besoin pour performer, pour prendre de la confiance. Et on a bien vu ce week-end et même depuis qu'il est arrivé, Hendrik. Ça a dynamisé l'attaque de Lyon qui vraiment n'a plus le même visage qu'avant son arrivée. Maintenant, là, on a vu, ils ont limite été trop offensifs, trop portés vers le jeu, ce qui leur a fait quelques erreurs bêtes. Mais ça donne une puissance offensive à Lyon. Ça donne une puissance très intéressante pour la seconde partie de saison. Surtout quand il va avoir les retours de par exemple Mike Fofana qui va rajouter une arme en plus. Ils sont à 2 points de l'OM. Tout simplement en plus. Alors qu'on les imaginait pas là, même l'OM peut-être pas là non plus, mais le résultat est qu'ils sont en Ligue Europa, ils sont premiers aussi. En plus, avec Aston Villa, ex-aequo. Non, c'est un potentiel client. La course à l'Europe, elle est vraiment pas finie du côté de la Ligue 1. Et on va essayer d'aller du côté de l'Espagne, mais avant on fait juste une petite pause musicale de quelques minutes, on revient pour parler du Real Madrid et de Mbappé.
C'est bon, Flavio était aux toilettes, on peut continuer l'émission. Donc là, maintenant, on a fait un petit tour en Ligue 1, on va aller du côté de l'Espagne pour parler du gros match de Ligue espagnole entre Villarreal et le Real Madrid. Un match où encore une énième fois un Français sur le terrain s'est illustré, enfin bien sûr de Tchouaméni. Mbappé qui fait du Mbappé du 2026, c'est-à-dire entre guillemets, tu ouvres l'équipe au flash score, tu vois, match, Mbappé il a marqué, oui voilà, c'est Mbappé qui a marqué. Doublé. C'est vrai que pour les bookmakers espagnols, ils ne vont pas faire beaucoup d'argent. Ah non, faut l'enlever. Je suis mis sur lui, tu perds des sous, donc la cote elle est à 0,98. Tu donnes l'argent, il t'en va. Voilà, on sait qu'il va marquer. Merci. Non mais oui, puis même Quand est-ce qu'il va pas marquer? Ouais, c'est ça. Il va avoir la série malheureusement où il va avoir un ou deux matchs où il n'a pas marqué, et ça y est, ça va être la ça crise. existe ça. Ils ont rajouté la case, Mbappé ne marque pas. Et du coup, La cote elle a 8, mais en vrai c'est intéressant, ça On a réveillé le côté parieur là, je sens là, en parlant de ça là. Mais oui, Mbappé pour le parieur c'est un régal comme Haaland l'année dernière, Haaland on y reviendra après. Mais oui, c'est un régal, là il est doublé. Sur son premier but, sur un beau travail de Vinicius qui revient un peu mieux que son début de saison. Le Real n'était pas flambant depuis le début de saison, ça l'est toujours pas maintenant. Mais quand même Vinicius là qui reprend, on va dire, du poil de la bête. Ouais, exact. Sur l'année 2026, il reprend du feu dans les jambes. On l'a vu contre le Barça, il a marqué un but. Contre Monaco, il me semble qu'il marque un but et qu'il met 3 passes décisives. Ouais, il y a un centre contre son camp, mais Oui, c'est ça, ouais, exactement. Et du coup, on voit qu'il reprend des jambes. Et puis même d'ailleurs sur le centre, on a un ancien Marseillais qui s'est illustré pour faire la passe décisive. C'est pas Biel qui remet de la canne, qui a fait une belle passe pour Mbappé, mais Mbappé, tous les matchs c'est pareil, il se crée des buts à partir de rien. Et à chaque fois, c'est le Real qui a fini provisoirement premier avant le match du Barça. Et c'est toujours tous les matchs pareils, c'est à partir de rien, il se crée des buts et à la fin, le Real repart avec les 3 points. Quoi. Le Real, par rapport aux dernières semaines, ils ont augmenté au niveau des prestations individuelles. Chaque joueur a été meilleur que leur rendement ces derniers temps. Bellingham, qui par exemple a récupéré un nombre incalculable de ballons, qui a même commencé un peu à se distinguer par quelques belles passes, alors que c'est un truc qu'on retrouvait plus trop dans son jeu, alors qu'on sait que c'était une de ses grosses qualités. Oui. Camavinga qui aussi a pas mal couvert. Derrière, Asensio a fait un gros match. Carreras aussi a été actif sur son aile. Mbappé a fait du Mbappé à marquer. Arda Güler aussi dans le jeu, il commence à être de plus en plus précieux. Donc individuellement, chaque joueur a été meilleur, mais on n'a toujours pas d'idée de... Cette mayonnaise qui a pris. Oui, bon après le nouveau coach vient d'arriver. Xabi Alonso, pendant 6 mois, on n'a pas vu grand-chose au niveau du jeu. Donc le Real qui, juste en augmentant ses performances individuelles, et ça suffit largement en Liga et même pour la phase de Ligue des Champions. Là, Villarreal, c'est catastrophique en Ligue des Champions, mais c'était 3e de Liga. C'était pas très loin des deux avant ce match, en plus, si je ne me trompe pas. Au niveau du classement. Sur la classement avec la victoire du Real, oui, ils sont 4e dans la course, dans la Ligue des Champions, voire ils sont quasi en Ligue des Champions. Parce sur 3 points de l'Atlético, ils sont 4e. C'est ça, mais en Espagne. Ils sont à 10 points du Real, carrément. En Espagne, les 4 premiers sont en Ligue des Champions et ils sont à 6 ou 7 points d'avance sur le 5e qui est l'Espagnol Barcelone. Ça, tu le savais, Flavio. Ah, bien sûr. Tu connais tous les joueurs. Vas-y, demande-moi-en. Tu connais ça, toi, Samuel, en fait? Non, je peux. Oui, je pense que lui, par contre, ça. Mais oui, avec cette victoire, le Real fait une bonne opération. Et après, il y a eu on va en parler vite fait d'un fait de jeu lors de ce match qui s'est déroulé à la 95e. Il y a Brahim Diaz qui rentre à la 80e et Mbappé qui a eu l'idée de lui montrer comment exécuter une panenka. Il y en a qui trouvaient ça. C'est osé, c'est très osé, mais bon, il a assumé. C'est ça, il y en a qui trouvaient ça ridicule, d'autres qui disent ça va, c'est rien. Comment tu. C'est quoi votre position? Non, écoute, moi Respect, parce que à un moment, une semaine de la finale de la CAN, ça peut être un petit hommage pour lui dire écoute, c'est rien, t'en rateras d'autres malheureusement. Les plus grands, ils en ont raté. Hein. Et non, moi je suis pour la magie du foot parce que c'est déjà très stéréotypé, très homogène, très bloc équipe, très tactique et tout. Moi je suis pour les gestes de magie, la création, on tente. Hein. Après, bon, là c'était un match de championnat, ils sont 2e, ils n'ont pas grand chose à perdre, ils gagnaient déjà 1-0. Après, c'est vrai que si c'était une échéance importante sur une phase finale ou quoi, est-ce qu'il l'aurait fait? Je sais pas. Après, il en a émis 3 contre l'Argentine en Coupe du Monde, il a émis ses 2 ou 3 pénaltys, donc il assume, Mbappé, il assume. C'est une machine, il est prêt pour ses 30 ans. Depuis le raté qu'il avait eu à l'Euro, il a beaucoup travaillé ses pénaltys et maintenant il en loupe plus tant que ça. C'est vrai. Là, c'est des machines, c'est des gros travailleurs, les mecs, ils sont
Ils sont pas là pour rien, de toute façon. Ils sont pas à ce niveau-là. Surtout, ce qui m'a interpellé, moi, c'est les retours défensifs. Je sais pas si vous avez vu, il y en a, je crois qu'il y a Mbappé qui sprint en fin de match, pareil, sur une attitude. Là, ils ont eu le changement de coach et tout. Et c'est des trucs qu'il aurait peut-être pas fait sous Xavier Alonso. Et là, il revient en sprint, vous verrez, ça a été commenté, ça a été visionné. Et il revient en sprint de la surface à sa surface il récupère pas le ballon, mais cette attitude-là, elle est énorme. S'il avait la même en France, s'il avait la même avec l'équipe de France, c'est là où le cap du grand joueur, il est là. Ah bah s'il arrive à autant donner offensivement que défensivement, après c'est sûr que s'il vient de faire 2 contre-efforts, il repart en sprint pour finir, on va pas lui en faire la finition non plus, voilà, bien sûr, c'est toujours pareil. Après si là c'est offensif, mais oui, voilà, très très compliqué de l'avoir comme ça. Mais oui, voilà, c'est pas une cas qu'elle fait. Je voulais juste l'évoquer comme ça parce qu'elle a fait l'objet, elle a un peu fait. Après, pour revenir sur la Panenka et toute la polémique qui est dessus, ou soi-disant, par rapport à Brahim Diaz, ça se fait pas. On l'a vu à la célébration, Brahim Diaz, il avait pas l'air non plus abattu que Mbappé ait fait ça. Donc bon, c'était un peu du vent pour rien. Mais tout le monde a compris autour, tu vois, même comme ça oui, non, mais même Mbappé, il l'a dit en zone mixte après le match. Un journaliste lui a demandé c'était pour Brahim, il a dit oui, c'était pour lui. Ah bah là, s'il dit non, on peut pas le voir. Mais donc voilà, bref, il y a eu tout un truc pour Mbappé sur c'est dégueulasse de ce qu'il fait. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça non plus. Oui, c'est tout analysé, les médias maintenant, tous les petits trucs pour. Parce que surtout que Brahim Diaz, tu vois, il fait le but avec le sourire, il a pas la tête dans les chaussures. Par contre, oui, si Brahim Diaz était resté dans son coin comme là, ça, avec toute l'équipe à célébrer ensemble, tu peux te dire que il y a un peu de tension, mais au final, non, parce que tout le monde a célébré ensemble, tout le monde était content de repartir du stade de la Céramique avec cette victoire qui remonte à 1 point, qui était leader jusqu'au match du Barça, qui s'est imposé 3-0 face au Oviedo. Parallèle sur le stade, je le trouve très moche. C'est un gars moi j'adore. Voilà, j'aime vraiment pas. Gros bloc jaune. J'imagine, t'habites dans les apparts à côté, tu te réveilles et tu vois ça. Moi. Tu vas voir le Vélodrome ? Oui. Totalement. Mais oui, voilà, le Real qui s'en sort, et Mbappé qui met un message sur Instagram. Ça, c'est le vrai Real à gagner par rapport au Villarreal à Madrid. Le vrai Real a gagné et ça lui permet d'être à 1 point du Barça qui s'est imposé face au dernier du classement au Oviedo, et Mbappé de conforter sa place de meilleur buteur de Liga BBVA. Non, c'est l'ancien nom, ça. Liga Santander, pardon. Ah, c'est Liga eSport. Qui est combien 24 buts, le deuxième meilleur buteur de Liga, ça fait un point pour le quiz. Si vous l'avez. C'est celui de. Si vous avez le deuxième meilleur buteur de Ligue espagnole, ça fait un c'est point. Ferran Torres. Ferran Torres. C'est le Nigérien, mais j'ai plus son nom. Un Nigérien, vous l'avez pas. Yamal peut-être, mais au hasard. Non, mais tu tentes bien, Yamal, il est 6ème, c'est Mouriki. Le coach Mouriki, il joue à Mallorca. Ouais, c'est ça. Ouais, Mallorca, il a 14 buts. 0 passes Mbappé combien ? Mbappé 21. C'est fini. Oui, là c'est comme Harry Kane. Comme Harry Kane aussi. Le trophée, il est déjà gravé, il est prêt à être donné. Oui, là il prend la poussière. Alors, parlant de but, si on se dirige du côté d'Angleterre, il y en a eu lors du gros match de Première Ligue entre Arsenal et Manchester United, où Manchester United s'est imposé. Rare de. J'ai jamais dit cette phrase en 6 mois, mais là c'est moi qui le sors. S'est imposé 3-2 face au leader Arsenal. Est-ce qu'on peut parler de renouveau de Manchester United ? Parce que le coach qui arrive vient d'arriver. Est-ce qu'on peut parler de renouveau, de dynamique ? Comment même dans le chat, il ne veut pas qu'on parle d'Arsenal. Bon, là, on va passer, bien sûr. Non, alors oui, est-ce que renouveau de Manchester United, Flavio, le carry ball, le type dépassé Arteta ? Renouveau, ça se dira dans la durée, mais comme début, victoire contre le deuxième, puis contre le leader du championnat. Contre City, ouais. Contre City et Arsenal, je pense que il n'y a rien de mieux pour lancer quelque chose. Pour la confiance. Et puis en plus, on a vu Manchester United avec un plan de jeu, chose qu'on n'avait pas vu depuis des mois, voire des saisons. Des années. Donc, Ferguson. Peut-être un peu plus connu. Donc, pourtant, ouais. Et Michael Carrick, qui pourtant, il n'a pas inventé l'eau chaude sur sa compo, il a mis les joueurs à son poste, avec on est solide derrière. On a un milieu qui travaille, un Bruno Fernandes qui envoie de suite les flèches sur le côté dès que possible. Donc ça a suffi face au leader donc Manchester United, peut-être une équipe qui va nous surprendre en deuxième partie de saison, et ils sont 4e. Donc, Bah oui, c'est ce que j'allais te dire, là, je disais que le classement, ils sont devant les Chelsea, Liverpool. Bon, Liverpool je pensais un peu à l'OM, moi, dans la régularité, malheureusement. Ils sont pas du meilleur. C'est une mauvaise régularité, ouais. Et c'est le plus dur, la régularité, c'est le plus. Sur 40 matchs de saison. Chose qui n'est peut-être pas arrivée depuis 1912, ils ont le meilleur état de forme des 5 premiers de Première Ligue. Ils sont sur 3 nuls et 2 victoires. Et ils sont 4e devant les Chelsea, Liverpool, etc. Première Ligue, sacré championnat, là, quand on voit les 6-7 premiers. Là.
Ah ben oui, même tu peux aller jusqu'au 10 premiers, Newcastle, il va Tottenham te 14e. Je pense que pour Michael Carrick, ça va être peut-être un peu plus que de l'intérim. À la base, il me pige jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de la Parce saison. que là, c'est mais comme tu t'amènes ta voiture au garage et la voiture qui te prête, elle est encore mieux. Donc c'est comme ça là pour l'instant. Et vous venez pas la récupérer, votre voiture? Non, c'est bon, je vous la laisse. Je pense qu'ils vont garder la location là. Il y a eu même de belles individualités, avec un homme de goût, d'après François Marchal, Patrick Dorou, qui à la base a un poste un peu plus reculé, qui là il est gauche, droit, je ne sais plus, mais bref, il était du moins dans l'attaque, il est gauche. Et une belle combinaison pour un but, même Matheus Cunha qui est rentré, qui après marque son but. Enfin, tu sens un bol d'air, du moins dans cet effectif de United, et même d'une équipe qui à la base, même depuis des années, n'est pas en confiance, d'avoir cette confiance de se faire remonter au score et de revenir face au leader Arsenal. Enfin, je ne sais pas si notre équipe aurait été capable de faire cette remontée, on va dire, là, face à Arsenal. Quand même. Souvent, Arsenal défensivement, c'est très solide, mais c'est justement cette fougue mancunienne qui, avec ce renouveau de Michael Carrick, qui a même ramené certains joueurs qui étaient mis au placard par Amorim. Tu penses à qui? Kobe Mainoo, évidemment, qui fait 2 excellents matchs là, contre Manchester City et contre Arsenal. Au final, Arsenal qui a essayé d'être plus ou moins en maîtrise, de jouer sur ses armes, beaucoup de pieds arrêtés, une défense, le contrôle et une défense très, très, très solide. Et au final, Manchester United qui a joué avec ses armes, qui a été très très rapide sur les transitions. Et au final, ça a suffi pour les battre. Et maintenant, ça pose la question de est-ce que Arsenal est toujours taillé pour. Est-ce que Arsenal va faire du Arsenal? C'est-à-dire, on les voit 3/4 du temps, ils sont au-dessus, il reste 6 matchs. 4 nuls, 2 défaites, 5e de. Surtout que l'écart se resserre là en plus. Ils ont encore 4 points d'avance sur City. Exactement. Anthony qui fait l'émission après, il reste que il a vu sur tout. Non, mais du coup, je me suis connecté, je vais Tu fais pour bien. savoir de quoi on parle. Quoi. Continue. Parce que c'est vrai que je connais pas par cœur. Non, on va pas connaître par cœur tous les classements, à part Flavio. Il est jusqu'en National 3, il connaît tout par cœur. Non, c'est pas vrai. Non, mais oui, du coup, Arsenal qui a 4 points d'avance sur City et qui a un matelas. Maintenant, mais le matelas, sac de couchage, vraiment comme ça, le matelas. Ouais. Ça se réduit et on va voir s'ils vont être solides dans les têtes parce qu'avec les 2 dernières saisons où ils étaient bien puis ils se sont fait rattraper, on va voir si mentalement ils ont appris de ces saisons-là. C'est là maintenant que leur vraie saison commence et que leur vrai parcours du combattant va commencer. Là, ils restent sur 2 nuls, 1 défaite. Après, souvent, ils se font rattraper à la fin. Oui, c'est ça. Après, souvent, quand ils avaient été champions aussi avec Arsène, ils avaient fini 2e l'année d'avant. Et étaient champions l'année d'après. Et là, c'est un peu le cas, ils étaient 2e. Là, c'est ce qu'on attend avec Arteta. Ça fait 2 ou 3 saisons qu'ils finissent 2e, 2 saisons. Et qu'ils finissent 2e en montrant de bonnes choses. Contre City encore, je sais pas. Non, je crois pas. Du coup, il va être déterminant. Après, justement, l'avantage, c'est que, entre guillemets, c'est qu'ils ont un Manchester City un peu amorphe derrière, qui n'a pas l'air de mettre forcément un pied devant l'autre. Les concurrents, derrière, les plus dangereux. C'est ça, en fait, les plus dangereux, ça va être Manchester United et Aston Villa. Je pense que c'est surtout ça, c'est que Manchester City n'a pas le rythme de l'année dernière, parce qu'ils les auraient peut-être déjà rattrapés. C'est pour ça, Ça aurait fait une très belle première ligue avec ce Arsenal et ce City, ce beau City que Guardiola a l'habitude de nous offrir, qui là est un peu en. Quel beau championnat, première ligue. C'est génial. C'est génial. Tous les matchs capable de perdre contre le 20e aussi. Justement, Arsenal va affronter les Wolves. Je crois qu'ils ont gagné au championnat cette année, ils ont 8 points. Oui, ils ont gagné. Ils ont gagné 3-0 face à West Ham qui est 18e. Mais oui, ils vont affronter les Wolves de Arsenal, il faut qu'ils se remettent la tête à l'endroit parce que si tu perds contre le dernier de première ligue, alors que tu es leader et que tu sais qu'on connaît ta fragilité dans les momentum. Après, la fragilité, oui et non, parce qu'au final, en Ligue des Champions, ils font 7 sur 7. Ah, Ligue des Champions, ils sont dedans. 7 sur 7. Impérial sur les gagnants internes. C'est pour ça, exactement. Après, avec un effectif remanié en plus. 3-1. Mais 3 à l'Inter, c'est quelque chose quand même, mais 3 à l'Inter. Donc, du coup, c'est. Que Paris qui a mis 5 au final. Ouais, le championnat italien un peu baissé aussi. C'est pas le championnat il y a des années. La transition est toute faite. Mais bon, ils ont fait quand même. Finaliste quand même, ça ne mérite pas de sur les 3-4 dernières années, c'est 2 finales. C'est une des équipes qui survole à chaque fois l'Inter, qui porte le championnat italien en Europe. En parlant de ce championnat, on va y aller pour le derby. Ouais, parce que Lucas, il est en supplice, il attend de s'arrêter. C'est bon, je vais l'appeler, attends, je l'appelle. C'est bon, on revient. On va parler de ce Juvenal, on va l'évoquer comme ça quelques minutes parce que c'est pas un championnat très médiatisé, du coup c'est sûr qu'il y a moins d'infos, moins de choses à sortir. Juvenal, ce derby, le nord contre le sud, les riches contre les pauvres, c'est ce qu'on retient. Et la Juve qui s'est imposée 3-0
Donc une Juve, on va dire, qui se lance enfin dans le championnat parce que on est quand même cette équipe. J'ai pas le souvenir d'avoir une victoire de la Juve contre un gros. En tout cas, une victoire peut-être, mais aussi nette, ça c'est pas arrivé cette saison. Et ça va leur faire du bien, surtout que Naples c'était un match important pour Naples, qui avait l'occasion d'essayer de rester encore dans la course pour le titre. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et la Juve qui se relance vraiment pour le top 4 européen. Et tant mieux pour eux, parce que la Juve un club comme la Juve, ça se doit d'être en Ligue des Champions chaque année. Donc en plus, un Jonathan David qui a marqué, qui marque, donc il faudrait qu'il commence un peu à lancer son aventure italienne. Donc ouais, une Juve qui fait un gros match. Et je pense que les supporters turinois, ils attendaient depuis longtemps une prestation comme ça des joueurs en noir et blanc. Ils font un gros match. Après, il y a aussi quelques belles individualités. Donc j'arrive pas avec ce mot deux fois. Tu as jeune Kenan Yildiz, bien sûr, on pense à lui, qui est vraiment la star, même supporter français de la Juve, il te dit Yildiz, c'est notre joyau à nous. Et Jonathan David qui marque aussi, ça fait du bien. Et je fais juste une parenthèse sur cet effectif. Tu vois, l'effectif de la Juve, la charnière centrale de la Juve, c'est Bremer, Lloyd Kelly. Oui, la Juventus de Turin. Sur un important Bremer qui, lui, a eu beaucoup de soucis avec les blessures à son genou, il est revenu, il s'est blessé. Bon joueur. C'est peut-être le meilleur défenseur de Serie A quand il était en forme. Mais c'est vrai qu'à côté de Lloyd Kelly, oui, mais quand tu l'appelles Juventus de la Juve, quand tu as des défenseurs comme ça, je pense à vous qui avez connu. Chiellini, ouais, voilà. Baresi Maldini un peu avant, quand c'est autre chose. Justement, ce championnat italien qui m'ont mis en avant. C'était une référence, l'Italie, défensivement, tactiquement, défensivement. Catenaccio. C'était une référence, on se cassait la tête en 2000, on s'est cassé la tête, 2000, 2002. Ouais. Nous on en parle depuis qu'on a commencé cette émission. Chaque année, le présentateur qui d'habitude n'est pas là, Tom, nous dit mais le championnat italien que j'ai connu, il est plus là avec tous les joueurs, les Adriano, les Ronaldinho, tout ça. Le meilleur c'était Nesta. Les années 2000, 98, 2000, les années de Zidane, tout ça, la Juve, tous les joueurs étaient Zlatan, les gros joueurs à la Juve, alors que maintenant ils vont tous en première ligue. La Juve, Milan AC, Inter. En plus, la Juve qui se remet sur pied là, depuis l'arrivée de Spalletti, qui avait fini champion d'Italie avec le Napoli. Et, ça c'est fou. Bien sûr, mais Spalletti, globalement, c'est peut-être la meilleure coach du monde, même la Roma qui avait affronté Lyon en Ligue Europa là, en 2017, c'était une anomalie qui sort. Il devait aller au bout. Mais qui a repris une équipe malade, qui était prise par un ancien coach marseillais, Igor Tudor. Et au final, il remet tout le monde dans le bon côté. Le milieu de terrain, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais effectivement, là, tout le monde revient du bon côté. Je crois qu'ils sont pareil invaincus ou sur une série de victoires. Et du coup, peut-être la Juve, là, pourrait peut-être aller accrocher la deuxième place, finalement. Justement, j'ai le classement sous les yeux. Ils sont 5e à 42 points. Naples, qui est 4e à 43 points, comme tu as dit, Flavio, aussi, ils avaient gagné. Ils auraient pu aller chercher un peu plus haut. C'est l'Inter qui est en tête avec 52 points et l'AC Milan 47. Et entre les deux troisièmes, on a la S Rome. Donc c'est entre la 3 et la 5e. Après, il y a un petit trou entre les deux équipes du Milan. Mais oui, le championnat italien reste assez serré et donne envie aussi de suivre parce qu'il se passe de belles choses. On n'est plus sur... il y a peut-être 2-3 ans où il y avait des 0-0, des 1-1 partout. Là, il y a un 3-0. Enfin, les équipes sont beaucoup plus portées vers le jeu. À l'image même de l'équipe de Com, de Cesc Fabregas, avec un numéro 10 argentin qui est très très bon, qui s'appelle Nico Paz, qui est vraiment excellent. Donc, championnat italien qui a perdu de sa lumière, mais qui va peut-être essayer de la regagner cette saison et dans les saisons qui arrivent, parce qu'il y a tout pour donner envie aux gens de suivre ce championnat. Donc voilà, Juve, on rappelle Juve qui s'est imposé 3-0 face à Naples et qui est 5e de Serie A. Et justement, en parlant de cette équipe, c'est le moment du coup de cœur. Le coup de cœur des chroniqueurs et votre coup de cœur aussi, je vais vous expliquer, ça va être très simple. On va commencer. Tu veux commencer, Samy ? Peu importe. On va commencer, je vais expliquer. Chacun parle d'un joueur qu'il a marqué sur ce week-end, sur la semaine qui vient de passer. Vous avez eu 2 minutes pour en parler, juste. Si vous pouvez y aller. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Une joueur, une équipe, un entraîneur, quelque chose qui vous a marqué sur cette semaine de foot. Et Samy va montrer l'exemple, par exemple là maintenant, tu veux nous parler d'un joueur, tu as 2 minutes, je mets le chrono, de qui tu vas nous parler? En attendant que Romain mette le chrono, c'est pas quelque chose d'obligatoire si vous avez quelqu'un. Oui, voilà. Moi je suis prête à l'exercice en plus. Donc, allez, vas-y. Vas-y, de qui tu veux nous parler? Donc moi je voulais parler de Manuel Locatelli, qui
qui fait d'excellentes performances là, avec la Juve de Spalletti. Alors si on m'avait dit il y a quelques mois que j'allais parler de Locatelli dans un coup de cœur, j'y aurais peut-être pas cru. Et pour autant, qui s'intègre magnifiquement bien dans un milieu à 3 avec Thuram et McKennie. Donc Thuram qui joue un peu ce rôle box-to-box et McKennie plus numéro 10, voire second attaquant, ce que Spalletti avait dit. Et pourtant, Locatelli est là en organisateur, en sentinelle, et qui a été en plus il y a quelques années, il me semble, il y avait quelques liens avec l'OM, il me semblait qu'on en parlait. Et au final, là, il revient, il me semble qu'il finit homme du match, c'était peut-être le meilleur joueur de la Juve sur le terrain. Et je pense en plus que dans cette équipe de la Juve, un bon milieu passe aussi par un bon Locatelli. Et c'est pour ça que du coup, je vais lui faire un petit clin d'œil s'il nous écoute. Mais évidemment, Il est branché. Non, je vais lui faire un petit clin d'œil parce que c'est vrai que c'est peut-être son meilleur match à la Juve depuis qu'il y est, alors qu'il y est quand même depuis maintenant 5-6 ans. Et on peut que espérer pour lui et pour la Juve qu'il continue ses performances. Et aussi pour la sélection italienne. Et pour la sélection italienne, bientôt, pour la Coupe du Monde. Ah bah non. Ok, bah écoute, oui, c'est vrai que Locatelli, c'est pas le joueur qu'on va dire qu'on voit le plus sur un terrain devant la cage adverse. Parce que même là, tu vois ses stats, cette saison, il a une assist en championnat. Il a vraiment ce rôle de numéro 6. Là, c'était très clair, où il y avait Locatelli en 6, Thuram qui lui avait ce rôle Il fait des allers-retours. exactement, et McKennie qui lui par contre est très offensif. Donc en fait, j'aurais pu parler forcément des trois, mais c'est vrai que Thuram, on sait de quoi il est capable, McKennie pareil. Mais lui c'était un rôle plus offensif. Là c'était vraiment dans ce double pivot avec Thuram et Locatelli, il faut ce profil là, et c'est pour ça que ça a été mon coup de cœur du week-end. Ok, non mais ça s'entend. En vrai, Locatelli on le connaît aussi de nom, s'il est là depuis des années aussi c'est pas pour rien, donc ça s'entend, et on va voir ce qu'il va produire aussi par la suite avec sa tunique noire et blanche de la Juve. Flavio, t'es prêt? Ouais, quand tu veux. C'est toi qui choisis. Eh bah allez, on va commencer. Donc moi, pour une fois, j'ai pris un joueur un petit peu moins, on va dire, mainstream, si je peux utiliser un terme anglais. C'est Mateus Fernandes, le milieu portugais du West Ham, qui dans la mauvaise saison des Hammers, c'est une des rares éclaircies. Ce week-end, il a été l'un des principaux acteurs de la belle victoire 3-1 sur Sunderland, une équipe qui pourtant est très bien classée. C'est l'équipe un peu surprise de Première Ligue cette année, l'équipe entraînée par Régis Lebris. Donc déjà buteur avec une magnifique frappe de 30 mètres qui vient se loger dans la lucarne. En plus, il a l'origine de l'action, c'est lui qui fait l'ouverture de la défense centrale et il va faire la course pour ensuite finir directement dans la cage adverse. Donc cette saison, c'est 25 matchs. 4 buts et 3 passes D, ce qui est pas mal pour un milieu qui évolue en plus chez le 18e de Première Ligue. Le portugais, c'est vraiment un milieu moderne, un peu dans bien sûr une qualité moindre de ceux qu'on a au PSG avec Vitinha et Neves qui sont aussi capables de courir, de distribuer. Il a un peu toutes ces qualités, capable de jouer 6, 8 ou 10. Il est propre techniquement, il a une belle intelligence de jeu et il a quand même un bon volume de jeu. Enfin, sur le match, il m'a beaucoup impressionné par ses courses. Et ça peut être une bonne affaire pour un club cet été parce que si les Hammers descendent, il y a une clause dans son contrat, une clause libératoire dans son contrat pour l'avoir, on va dire, à un moindre coût parce qu'il vaut quand même son prix, 44 millions de recrutés. Il a été recruté 44 millions. C'est ça, donc, et en plus apparemment les deux clubs de Manchester... La Première Ligue. C'est ça exactement. Et donc les deux clubs de Manchester le surveilleraient d'un œil attentif. Donc Guardiola aurait l'idée de le mettre à droite en remplaçant de Mateus Nunes. Et Manchester United, face à un Casemiro vieillissant qui apparemment aurait des offres d'Arabie Saoudite, il voudrait l'associer à Kobbie Mainoo. Okay. Donc ça va être le feuilleton de ce joueur qui va faire parler de lui cet été. Ok, une 55, t'es dans le temps, Flavio, magnifique. Il y a la Première Ligue, le relégable de Première Ligue a mis 45 millions sur un joueur de Première Ligue aussi, c'est peut-être pour ça. Mais c'est vrai que ça peut dérégler complètement le marché européen. Si on fait une parenthèse globale, ça peut... Les droits télé, leurs moyens, eux, de propriétaires qui sont hyper fortunés. Oui. Alors certains en perdent de l'argent, parce que ils en injectent et ils n'ont pas forcément les retombées, ils n'ont pas leur stade. Ils sont protégés par les droits télé, alors qu'en Ligue 1, tous les clubs français, on va dire, ils servent tous plus la vis plutôt que d'investir, ou à part si les gens les propriétaires. Championnats italiens, à l'époque, c'était Berlusconi, et tout, c'est eux qui avaient le monopole à Milan. C'est pour ça, les années 2000, il y avait tous les grands joueurs là-bas. Et maintenant, les grands joueurs, il n'y a que eux ou le Qatar qui peuvent payer les grandes stars. Alors il y a un peu le Real et le Barça qui s'en sortent un peu, ou Paris.
Mais sinon, c'est la première ligue. Ouais, c'est pour ça qu'en général, chaque mercato, on distingue un marché première ligue où les joueurs se rechangent entre clubs à des prix Le moins de folles joueurs, et c'est le reste. 50 c'est millions ça. moyen, quoi. Et surtout Moyen West Ham, plus. là, qui était 18ème, a recruté le meilleur buteur de première division portugaise, Igor. Igor Thiago Non, je crois pas que c'est Igor, c'est un autre, mais qui vient de Gil Vicente. Ils l'ont acheté 35 millions, alors qu'il est évalué à 20 millions. Enfin, Alors qu'ils sont 18e. ouais, qui sont 18ème, donc ça arrive à mettre 35 millions sur un joueur. Peu connu pour l'instant. Ouais, mais c'est peut-être un choix après du coach qui vient Qui a peu d'arriver. prouvé, mais qui vaut direct 35 millions. C'est ahurissant le marché. On parle des pressions des joueurs sur les transferts, ces joueurs-là qui passent de Gil Vicente à l'Angleterre, ils m'ont acheté 55 millions alors que j'ai mis 8 buts la saison dernière. Il y a des agents qui sont très très forts. Après, C'est il y a le bon vendeur. Ouais, Et ils ont un très bon environnement, les mecs. je regarde Chapeau. les droits TV, je crois que le dernier ou l'avant-dernier de Première Ligue prend plus en droits TV que le deuxième de Ligue 1. Oui, c'est ça, Tu exactement. vois, Bah, déjà, encore plus aujourd'hui où on ne sait même pas combien va avoir le Oui. premier de Ligue 1 avec les nouveaux droits TV. Donc, ouais, voilà, donc malheureusement. Alors encore, heureusement qu'on a Paris quand même, c'est un constat. Heureusement qu'on a Paris dans notre championnat. Ouais, ça fait un Parce peu que vitrine. sinon, on serait, je sais pas où on Les serait. affiches, elles Au niveau sont- européen, au niveau français, au niveau droit télé. bah là, encore ça va cette année que Lyon a fait une bonne figure. Lille, je crois, est encore en course pour se qualifier. L'OM devrait, je touche du bois, etc., passer aussi normalement, on espère. Donc ouais, non, c'est important de vivre à travers cette Ligue des Champions pour faire vivre le championnat et espérer qu'un jour ça se débloque de cette situation des droits TV très compliquée. Et qu'on ne nous appelle plus la Farmers League du côté des Anglais, quoi. La Ligue des fermiers, ça va dans 5 minutes, quoi. Bon, messieurs, vous avez vu un peu le concept. Est-ce que vous avez un joueur en tête ou une équipe comme ça, là Si Michel, Vas-y, vous va, moi j'y vais, ouais. Alors moi, ce serait plutôt un coach. Ok, Des ouais. coachs. Oui, bah, je t'en prie. Justement, ce... C'est la performance du week-end. Ce week-end, il m'a bien aidé à performer. Déjà, on parlait tout à l'heure de Pantaloni. Donc moi, je connaissais bien l'Ajaccio de Pantaloni pour l'avoir vu souvent jouer là-bas. Et je retrouve la solidité défensive qu'il avait créée avec ses équipes. On oublie souvent que les équipes de tête, alors c'est vrai qu'on parle de joueurs à 50 millions, des buteurs, des actions magnifiques, mais si on regarde les classements, on oublie souvent que les meilleures équipes sont celles qui ont les meilleures défenses. L'attaque qui fait gagner les matchs, C'est ça. et la défense qui fait gagner les titres. C'est récurrent. Hein, pour les 5 championnats européens, vous les prenez, vous regardez les équipes en tête, c'est les meilleures défenses. Donc j'ai toujours apprécié le travail qu'il faisait. Je trouve que là maintenant, on commence à voir sa patte sur cette équipe de Lorient et je trouve que c'est intéressant. Et je voulais aussi faire un petit clin d'œil au nouvel entraîneur de Strasbourg, là, cet Anglais là, qui arrive, et qui a enchaîné, je crois, deux victoires d'affilée. Et son remplaçant ancien, celui d'avant, je crois, a gagné son premier match aussi. Il a gagné avec Chelsea, Donc voilà, un petit clin d'œil à ces coachs qui ont fait des... Alors c'est des présidents qui ont fait du coaching ce coup-ci, avec les entraîneurs, mais c'est du coaching gagnant. Multi-club, ils ont deux clubs de casquette du coup. Non mais c'est intéressant ce point de vue, parce que oui, on parle beaucoup d'attaque, mais la défense est un point clé dans le foot, et c'est vrai que tu arrives à baser une bonne défense, tu n'en prends pas beaucoup, mais ensuite tu en marques 2, après tu n'en prends plus derrière. L'image des Italiens, comme on disait, le Catenaccio, tu en mets un, tu en mets derrière, c'est solide. C'est la solidité de Lens, ils ont enchaîné leurs 10 matchs. De toute façon, ils ont été solides défensivement et en ayant les 1 ou 2 différences dans le match. Sur notre travail au quotidien sur le terrain, c'est beaucoup plus difficile de ne pas prendre de but que de marquer un but. Un but, on en marque toujours un renvoi, un pied qui traîne, une erreur de l'adversaire. Mais ne pas prendre de but, il faut être très sérieux, très appliqué dans tous ses gestes et c'est important. Donc je suis fidèle à Pantaloni. Je suis content qu'il ait redressé la barre lorientaise. C'est fait bien pour la Ligue 1 aussi. De toute façon, on ne peut pas toujours voir les mecs qui montent, qui descendent. Là, Lorient est 8 ou 9e. Des très bons coachs en Ligue 1. Le bord de mer doit lui changer quand même, parce qu'entre Ajaccio et Lorient. Il y a le bord de mer, c'est pas le même ciel, les mêmes couleurs. On ne prendra pas le bain de minuit là. C'est un personnage et il le reste dans ce football peu des fois de star. Lui, il reste un personnage simple et humble et il fait son travail, c'est ça qui compte. Et ça porte ses fruits. Super. Ok, très bien. Anthony, c'est à toi. Ouais. Moi, un peu en exemple avec Michel aussi, j'aime bien l'attaquant Panicelli de Strasbourg. Je le découvre cette saison, je ne le connaissais pas, là, je viens de regarder, il était à la Metz. Almirandes, il était, il me semble, en 2e Ligue espagnole. Et là, 19 matchs, 11 buts. Moi, je l'ai vu. Enfin, pour moi, ça pue le football. De la tête, c'est bon. Hier, il met
un but, 2 au but, il se retrouve Ouais, dans jeu de le corps pied gauche, très impressionnant. très bon, il fait une passe D aussi. Frappe de l'autre. Je découvre et pour moi, il fera pas de vieux os à Strasbourg. En plus, je sais pas, ils ont le double étiquette avec Chelsea, alors je sais pas s'il ira à Chelsea. Ça parlait même du Barça il y a quelques mois. Faut dire. Alors après, la marche, voilà, faut pas s'enflammer non plus. moi, je donne les infos. Ouais, non, bien sûr, ouais. Mais j'aime beaucoup, attaquant, voilà, qui est là dans la surface, grand, il fait 1m90, bon, c'est les profils d'aujourd'hui, hein, Oui. gaucher, il me semble, 11 buts avec une équipe comme Strasbourg. Alors après, j'ose espérer ce que ça donnerait avec une équipe, je te dis une connerie, avec Paris, qui les ballons ils arriveraient dans la surface et tout. Alors peut-être pas à l'OM ou quoi, dans un club où la pression elle est difficile et même un très bon attaquant il peut se casser les dents dans des clubs comme ça. Mais à suivre, je pense qu'il est encore jeune et très bon début de saison pour lui. Très belle pioche aussi. Ouais, très belle pioche. Surtout qu'il s'est super bien adapté, il vient de la D2 espagnole, je pense qu'au niveau impact, la Ligue 1 par rapport à la D2 espagnole, c'est 2 mondes différents et Le mec a on fait l'a ça, pas ouais. vu... Quand tu as un attaquant à Strasbourg qui te met 11 buts en 19 matchs, avec Qui Strasbourg, découvre voilà, en plus et il n'y a pas forcément des numéros 10 Ouais. qui te donnent les ballons, ils sont 6e ou 7e au championnat. Donc, Il fait une saison de confirmation pour sa première saison, t'as l'impression. C'est ça, Donc, ouais. moi j'aime beaucoup ces profils-là. Voilà, c'est pareil, ça défend, ça se bat, c'est intéressant en pivot. Et pour autant, il est très bon avec les pieds. Hein. On l'a Ouais, vu aussi. justement juste sur le deuxième Bien but sûr. où sa remise en Il fait la passe D en une touche. Et l'avant-dernière passe, on Mais- n'en parle jamais aussi. Oui. C'est un genre de petit roumain ou un petit peu. C'est le 10, là, Barco, je sais pas quelle nationalité il est, Je crois que c'est mais un très Argentin. intéressant. Je crois que c'est Barco, oui. Argentin. Ouais. Et ils ont une très belle pioche. Il y a le petit frère de Doué aussi qui joue à Tout à fait, Strasbourg, ouais, il est sur le à côté. côté, Ouais, qui lui aussi a Moi j'aime pris- beaucoup les équipes comme ça où avec pas beaucoup de moyens mais avec des joueurs ils arrivent à constituer un groupe comme l'année où ils ont fait l'épopée Brest, enfin Monaco aussi, les années où ils arrivent à tirer le meilleur de leur effectif avec pas trop de stars. Moi j'aime beaucoup cette philosophie là. Bon après pas beaucoup de moyens, Strasbourg maintenant ils ont... Oui, mais voilà, ils c'est ont fait un pas- mercato à 100 millions mais c'est sûr Par que c'est pas des... aux 5-6 premiers qu'il y a du Oui. championnat, voilà, c'est encore le. C'est sûr que c'est encore pas... le Ils vont pas chercher des stars et C'est ça. que les joueurs qu'ils ont, ils tirent un rendement J'aime beaucoup cette maximum. philosophie-là. Après, est-ce que c'est pas la philosophie où dès que le joueur il va valoir 25-30, ils vont le vendre et ils vont reconstruire derrière? On l'a vu Bah, avec Emega voilà. qui part à Chelsea à la fin de Et l'année. donc c'est plus dur de reconstruire derrière et. Bah, c'est ça le problème, c'est Quand t'es que... supporter de Strasbourg, t'as ces bons joueurs, mais tu sais que dans un an ou deux, ils sont C'est du ça. côté de Londres. C'est vrai que C'est ça les inconvénients, c'est que tu as des moyens, mais tu es condamné à être un club satellite qui ne pourra pas construire sur la durée C'est un parce que tes tremplin, meilleurs hein, joueurs vont aller à Et ça se l'équipe comprend Fagnon. aussi quand tu vois que les joueurs ils vont faire peut-être un x2 ou x3 en salaire. Ah non, les joueurs, on leur reproche Les joueurs, tu peux pas leur. Autant qu'ils aillent au Qatar à 20 ans ou 22 ans, ça se discute. Oui, Mais que tu vas en première ligne, même pas chez un gros de première ligne, mais que tu multiplies par 3, oui. voilà. Ouais. Ça se discute pas trop. Hein. Pas du tout. Non, Mais j'aime beaucoup ce profil-là. J'étais pas le seul à mon avis, donc non, Panicelli est très bon attaquant. Et on va clôturer ce chapitre coup de cœur, on va passer sur l'instant foot local. Un niveau peut-être un poil en dessous de Panicelli, mais ça reste du bon niveau quand même sur le foot local. On va commencer juste par une petite parenthèse qui n'est pas très glorieuse malheureusement. En parlant de foot local, il y a de gros soucis financiers du côté du club de Carnoux, qui est à quelques kilomètres d'ici, qui est cette année en N3 et qui a été sanctionné par la DNCG avec 3 points de pénalité, ce qui les a fait passer dernier du classement pour un club qui vient de monter en N3. C'est plus des championnats très, très compétitifs, c'est très compliqué déjà de rester quand tu viens d'être promu. Et le nouveau président, il explique, c'est d'après la Provence, que le club est plongé dans une crise financière profonde et qu'il va falloir tout faire pour redresser la barre aussi bien économiquement que sportivement. Donc, chose dure pour Carnoux qui est monté en National 3 l'année dernière et qui serait parti pour pas se maintenir à ce niveau-là, qui va devoir redescendre en Régional 1. Maintenant que la parenthèse, on va dire non-football est faite, on va passer sur le terrain avec, on va faire des crescendo avec Aubagne. Ouais, on va commencer par Aubagne qui était invaincu depuis 3 mois en championnat et ça s'est arrêté ce week-end, défaite 2-1 à Villefranche. Une défaite qui laisse un goût amer dans la bouche de l'entraîneur Gabriel Santos car son équipe a quand même produit du jeu selon lui et a eu pas mal d'occasions. Ils auraient très bien pu repartir avec les 3 points. Donc Aubagne qui avait pourtant ouvert le score avec un but de la tête de Ben Toumi. Oui. Ce qui est assez rare pour ce petit joueur prêté par le Havre, mais ils sont rattrapés quelques minutes plus tard par un but de Baba Carlet lancé en profondeur. Puis en deuxième période, Mathis Touot, prêté par Amiens, d'un magnifique enroulé du droit, a donné l'avantage à Villefranche qui ne le lâchera plus. Donc coup dur pour les Aubagnais qui perdent du terrain au classement. Ils tombent à la 7e place à 5 points de Sochaux, qui va sûrement récupérer les 3 points sur tapis vert
du match contre Valenciennes avec tout ce qu'il y a eu avec les supporters. Tu en avais parlé Oui, la semaine dernière. C'est vrai. Donc ils vont sûrement être, Sochaux va être sûrement 3e avec 8 points d'avance sur Aubagne. Donc Aubagne qui visait à peu près le on va top dire tiers. qu'ils étaient encore dans la course pour aller au moins chercher une place la 3e place de barragiste, mais là ça risque Ça aurait été beau, d'être Aubagne. plus compliqué. Donc on va voir, la saison continue et Aubagne a quand même une bonne équipe qui fait du jeu. Avec, tu sais qui était le numéro 9 titulaire ce week-end? C'était Tilly. Cette fois, ouais, il Karim était aligné et Tilly. titulaire et il a fait un bon match dans le jeu, mais dans la finition ça a un peu pêché comme Mbappé. ouais. Non, pas Il y a un petit jeune qui a signé à l'Inter, il me semble. Mais Ouais, Djimabou, en plus, 17 ans, 17 il a fait une apparence dans le groupe national. C'est beau, c'est bien pour lui. Et là, il est parti à l'Inter. C'est beau. C'est le projet Il va jouer avec les jeunes de l'Inter. Oui, Il va faire la Young tout ça. il va. Oui. C'est le projet d'Aubagne d'avoir fusionné avec le Sporting Club d'Herbel pour avoir ce vivier de footballeurs qui va alimenter l'équipe première et même aller dans d'autres clubs avec d'autres équipes d'Europe avec peut-être un jour une indemnité de transfert qui va retomber aussi dans les caisses du club. Ouais, ce serait bien pour ces clubs-là que des fois la pérennité financière elle n'est pas toujours là pour les clubs nationaux jusqu'à National 2. Après le championnat national, Dijon, Sochaux. Non, il y a des gros noms. Il y a des noms c'est Caen qui est descendu de Ligue 2, Châteauroux qui est habitué aux Ligue 2. Qui a été longtemps en Ligue 2. Il y a Dijon. Il y a des noms qui. Il y a Versailles qui travaille bien. Il y a Julio Tavares qui est revenu à Dijon. Versailles qui bosse pas mal aussi avec les émissions qui sont passées à la télé. Là. Ouais. Et, très bon maillot d'ailleurs, Versailles. C'est vrai, très bon maillot. Non, c'est bon. Petit petit en maillot. ouais, au 27ème, à 5 points du 3ème, c'est pas déconnant. Non, c'est pas déconnant pour un club qui n'est pas installé en national depuis des années, qui est même pas comment on pense à c'est leur deuxième saison, ils sont à peu près dans le panier, dans le moyenne haute, donc c'est plutôt pas mal pour un club qui n'a pas non plus des moyens illimités comme certains autres clubs. Oui, c'est sûr. Dommage pour Aubagne qui reste, on va dire, dans une course, on va dire, pour la première place, du moins elle est loin la place de relégation du National 2. En National 2, il s'est passé aussi pas mal de choses. On va évoquer les clubs qui y a autour de chez nous. On commence par le match entre Grasse et Toulon, où Grasse s'est imposé 2-1, avec un rouge à leur actif malheureusement, et qui enfonce un peu Toulon dans la crise. Ça ne va pas du côté des Toulonnais. Nîmes qui joue les premières places en National 2, qui a été défait par le leader, le choc, Remy Vallière 2-1, avec Nîmes qui a aussi pris un carton rouge. Il y a eu beaucoup de sport. J'étais énervé. Istres qui s'en sort face à la Lanterne Rouge National 2, Rousset qui s'en sort 1-0. Et Fréjus qui est parti, qui est monté du côté de la capitale vers Créteil et qui malheureusement n'a pas su. Notre ami Vito. Ouais. Il n'a pas su repartir avec la victoire. Au classement, on a dans cet ordre Cannes, Istres et Nîmes qui sont entre la 3 et la 5e place. On retrouve hier au milieu de tableau 7e avec Grasse qui est 10e, qui était à la limite de la relégation il y a encore quelques journées. Et à l'inverse, il y avait Toulon qui est en milieu de tableau, qui maintenant, ils sont vraiment descendus, qui sont 13e à un point de la relégation. Pour un club aussi gros que Toulon, ou même aussi fort dans l'esprit des gens, ou même en National 2, c'est un collier. C'est dur de les voir à ce niveau-là. Ils sont sur 5 matchs sans victoire, 3 défaites et 2 nuls. C'est quand même triste de voir le club de Toulon à ce niveau-là. Le phare. Oui, totalement. C'était le phare. C'était. Ça l'est plus. Totalement. C'est une impression que c'est hier, là, pour l'instant, qu'a repris le flambeau, du moins sur la proximité des deux clubs. C'est hier qu'on a repris le flambeau de ce côté varois, mais ouais, Toulon qui est 13e, il va falloir se remobiliser parce que pour Toulon National 3, c'est compliqué quand même de se dire ça. C'est sûr que ça peut être compliqué. On va aller encore deux niveaux en dessous. On va en R1, on va à Sifour, le championnat est très disputé. Sifour 4-2. C'est pareil. La semaine prochaine. Tu reviens. On a du travail aussi, c'est gentil, avec plaisir. Et oui, c'est Sifour s'incliner face à un choc de tableau, face à Berre, qui joue aussi les premières places, et Sifour qui était premier dans les semaines précédentes, qui est 4e maintenant. Parce qu'il y a Cagnes Le Cros aussi qui fait une bon championnat. De quoi être très disputé à la Régionale 1, on rappelle que c'est que la première place qui paraît de monter en National 3, donc il ne faut vraiment pas faire de... Mais l'année dernière, Sifour n'est pas monté par rapport à la DNC. C'est ça, Sifour, je vais faire place avec Arnoux, justement. Il y a des coûts financiers à respecter et qu'ils ont malheureusement pas pu justifier ou pas pu... Peut-être tant mieux pour eux quand on voit la situation de Carnoux au final, peut-être ça aurait pu être eux. Mais pour l'instant, Sifour, qui, on peut dire, aller loin de la première place, il y a encore quelques points, mais qui n'a plus... Ils étaient premiers jusqu'à avant les fêtes, là. C'est ça, ils étaient premiers. Donc... bon, c'est plus dur. L'année dernière, ils étaient restés invaincus, je crois. Vous avez fait un nombre de nuls. Oui, ils avaient fait une saison pleine, là, ils n'ont pas réussi. Ils ont fait une meilleure saison. Ils ont des sacrés joueurs. Romao, l'ancien pro aussi. Ouais. Passé à l'OM, passé à Lorient. Ils ont
Et en Il y en a DH maintenant. qui joue pas, malheureusement, c'est Moussa Sao. Ah ouais. Ouais, je l'ai vu lors d'un. Il est passé chez nous à Toulon Métropole. C'est ça, Il est passé à ok. Toulon il y a quelques années. Et bon, nous on l'a connu, il a commencé au futsal, à la Oui. SECAM, à l'époque en D1 futsal. C'était exceptionnel quand on l'avait joué contre. Et après, il est parti à Sochaux en Ligue 2. C'est ça. Et très bon joueur. Formé au Après, Havre, je crois, non? Formé au Havre. Formé au Havre, ouais, il me semble. Après, il s'est redirigé vers le futsal. Après, il est retourné à Sochaux. Il a fait quelques piges à Sochaux. Et après, notre président avait réussi à le faire revenir, mais il n'a pas vraiment reperformé. Et après, il est parti à Sifour. Non, là, il a En Sifour, DH. ouais. Un ailier. En DH, c'est vrai qu'on dit DH aussi. Ouais, nous on parle encore. J'ai connu ça, on s'y retrouve. DH, C'est le temps de la table là. Ouais. la R3 maintenant. Voilà, Première série. Ouais, D1, je pense à la Ligue 1, mais du coup, non. Ouais, non. On a joué à D1 aussi alors. Finalement. Mais toi, tu joues en D1, mais t'avais le niveau D1 de Ligue 1, c'est ça que tu veux dire? D1 district. C'est ça, D1 district, c'était pas mauvais. Hein. Pardon, oui, C'était pas mauvais, c'est correct. Et on termine ce petit tour de résultats du côté du foot local avec l'UAV, l'Union Athlétique Valettoise, notre partenaire qui a dominé la Caillole 1-0 et qui se maintient au milieu de tableau de Régional 2. Donc correct, car ils n'étaient pas si loin de la relégation il y a encore quelques temps, mais là ils sont déjà de Régional 2, c'est correct pour l'UAV. C'est depuis qu'ils sont venus avec nous. Et oui, c'est bon. le coach aussi, le remaniement de coach aussi à l'intersaison. Là. Donc c'est. Alfano qui est Oui, revenu. c'est lui qui est revenu. Ouais. Ouais. Bah, ça leur a fait du bien, ça se voit. Et maintenant qu'on a parlé du foot masculin, Flavio, on va se diriger vers le foot féminin. Et oui, il y avait. Il y a un Olympico, je crois. Ouais, il y a eu un Olympico en Coupe de France en 8ème. Bon, je vais pas vous. Je vais enlever le suspense. On a gagné, non? Ouais, c'est ça. 5-1 ou 5-2. Ouais, les Lyon l'ont emporté 5-1 contre les Marseillais de la Francis Turcan. Résultat qui était attendu. La coach. Ils sont injouables aussi. La coach avait même fait tourner pour opposer ses cadres. Donc 5-1, un but de Marie-Charlotte Léger qui a mis une grosse frappe, par contre un beau but pour le coup, en fin de match. Et donc défaite logique pour les joueuses de Corinne Jack. Prochain match, ce sera la réception du Paris FC vendredi à 21h au SAS Francis Turcan. Un match qui va être compliqué car les joueuses du Paris FC sont une équipe haute de D1. Un match qui se fera sûrement avec les nouvelles recrues parce que les Marseillaises se sont renforcées pour pallier aux blessures qu'ils ont en défense. Je pense à Nilon Blanchard qui s'est blessé à la mâchoire contre Saint-Etienne et qui était sorti sur Civière et qui est encore absente depuis. Donc en défense, elles ont recruté la joueuse du club colombien de l'Atlético Nacional, Marie Alvarez. Je connaissais. Une nouvelle gardienne, Marie-Morgane Schieber, qui vient de Guingamp, des deux, qui va certainement remplacer Ngazi qui devrait partir, qui a été titulaire en début de saison, mais Marc Gaucheur a pris la place. Ouais. Donc elle devrait partir vraisemblablement. Et pour finir, ça a été annoncé il y a aujourd'hui, hier ou aujourd'hui, je crois, Jagoda Kurianak, je suis désolé si j'écorche le nom, une joueuse polonaise de 19 ans, considérée comme l'une des espoirs polonaises du pays. Elle vient du club de Katowice, qui a disputé les barrages pour se qualifier en LDC cette saison. Donc ça donne un peu une échelle du niveau de joueuse qu'on a. Il y a quand même un petit cap à vouloir franchir du côté de l'OM. Il y a surtout la volonté de renforcer l'équipe pour absolument pas descendre et maintenir ce club en D1 parce que l'OM veut vraiment à long terme s'installer dans ce championnat. Ça être logique, mine de rien, quand tu es Marseillaise, parce que maintenant ce sont les Marseillaises. Oui. Les Marseillais féminins sont les Marseillaises. Et puis après 4 buts d'écart contre Lyon, c'est plutôt un bon match. Oui. Pour certaines équipes, oui. C'est un bon match. Ah, mais c'est comme un peu Paris au masculin. Domination. Elles sont prêtes pour les derniers carrés. En féminin. Même Paris au féminin maintenant. Le championnat en main, de toute façon. Même Paris au féminin, elles ont du mal. Surtout contre l'OL qui a remporté tous ses matchs en D1 donc c'est vraiment le maillon fort de ce championnat. Ouais, ça s'entend. Écoute Flavio, on a fait le tour des résultats du foot local. On va passer maintenant au Toulon Métropole Futsal. Parce qu'on va parler de... On a deux invités. On a deux invités qui sont là pour ça, bien évidemment. Ils ne sont pas là que pour parler... Ils sont là pour parler de leur club aussi, juste titre. Le pull le prouve. Ouais. Donc on est avec Anthony. Anthony, tu es responsable de la section football au sein du Toulon Métropole Futsal. Donc voilà, pour les gens qui ne font pas la distinction, dans le Toulon Métropole Futsal, il y a deux sections et vous portez le même nom, mais cette section football est un peu moins mise en avant, tu nous disais, que par rapport à celle du futsal qui prend un peu la lumière malheureusement. Malheureusement, je ne sais pas si je dirais malheureusement, mais oui, c'est notre club phare. On a toujours, ça fait 18 ans qu'on est en... Le club il a été créé en 2008, ça fait 15 ans qu'on est en championnat de France D1, qu'on arrive à se maintenir.
sachant que le plus gros vivier il est du côté parisien en termes de futsal. Et nous, moi j'ai toujours été au club sous différents postes, je jouais en équipe réserve à l'époque. Michel m'a rejoint il y a un peu plus d'1 an. Donc moi ça fait 1 an et demi que j'ai récupéré l'étiquette de responsable. C'est plus référent, c'est plus accompagnement d'apporter mon savoir, mes connaissances et mon envie, mon énergie. Après responsable, enfin c'est une étiquette, c'est une appellation à ce niveau-là. On n'est pas notre équipe en professionnel, mais nous on est loin d'être là. Et on travaille tranquillement dans la partie football. Michel a la double casquette où ils font football et futsal. Il est accompagné d'un très bon joueur, très bon joueur de futsal aussi, qui fait le parallèle tactique et technique le vendredi en séance avec lui, Eni. Et du coup ça le forme aussi en interne à la partie futsal aussi. Donc du coup les U13 ils font football et futsal. Et double licence, ouais. C'est ça, il y a double licence. Nous en U10, U11 aussi, il y a des plateaux avec le district du Var. Un dimanche ou 2 dimanches dans le mois, on fait des événements, on crée des événements, on fait souvent des matchs d'ouverture quand notre équipe 1 joue à domicile, on fait des petits plateaux, 5-6 matchs, après les équipes 1 sont invitées lors de nos matchs. D'ailleurs le prochain match c'est le 28 février contre Montpellier au Palais des Sports. Vous êtes conviés si ça vous fait. Merci, avec grand plaisir. Donc voilà, on bosse sereinement, nous on a les créneaux, on a les stades, on a les moyens. Après le plus dur, ça reste comme dans tous les clubs de trouver les moyens humains, des volontaires, des bénévoles. On se plaint pas, on fait ce qu'on sait faire, on fait pas plus, pas moins. Nous, notre énergie, on sait où on peut aller. Après, on a des consignes des présidents, de la direction, mais voilà, ça bosse sereinement avec les sections qu'on a, ça bosse bien. Michel s'est qualifié ce week-end. Vous avez les sections ça va de quoi la tranche d'âge des sections? Alors, on a le foot animation, U6, U7, on a U9 football. U10 football, c'est mon ami aussi d'enfance qui a la section. Moi j'ai les U11, donc les 2015, et Michel a les U13. Donc en fait on a par rapport à ce qu'on a en vivier, en volontariat, là on a créé les U9 et les U6 parce qu'on avait de la demande. C'est beaucoup de petits frères de clubs qui sont déjà au club. Et après dès qu'on a un coach qui est compétent, qui est autonome et qui est capable de prendre une équipe en charge pour la saison, rien n'empêche de créer la section, mais c'est ça le plus dur. On a eu des demandes, on a refusé malheureusement du monde parce que si c'est pour pas bien faire, ça sert à rien. Ça sert à rien un entraînement sur 2, il n'y a pas les coachs ou des papas qui travaillent. Ce qui se comprend bénévolement, c'est dur de trouver des mecs qui s'investissent 2-3 fois par semaine. Donc il y a une volonté on va dire dans les années à venir d'avoir aussi les catégories vraiment foot à 11 au-dessus. On va voir avec le club, je vais pas m'avancer non plus. Alors moi ma politique, en parlant avec le directeur sportif, alors moi je suis responsable football et avec le directeur sportif du futsal. C'est vrai qu'en U13 futsal, U15 futsal, U18 futsal, on a des joueurs que souvent, malheureusement, vu que pour l'instant ils ne jouent pas en football avec nous, ils jouent à la Garde, à Saint-Cyr, à la Cadière, au Rovest. Ma volonté à moi personnelle, et avec Michel, avec les gars qu'on est au club, nous dans la partie football, ça serait d'avoir ce vivier football et futsal en interne. Après, est-ce que ça va être le cas? Est-ce que, on espère, on se bat, on met tout en avant. Après, c'est toujours pareil, il faut avoir des équipes un peu intéressantes pour que les mecs soient investis un minimum. C'est vrai que quand c'est du... Autant foot animation en petit, 6-7 ans, ça ne gêne pas d'avoir des débutants, mais s'il y a 12, 13 ans, 14 ans, les mecs ils veulent performer, c'est un fait, c'est comme ça. Donc moi, ma volonté, ça serait on a nos enfants tous dans les sections. Bon, c'est pas forcément pour ça, parce que même s'ils ne seraient pas, on ferait pareil, mais d'emmener, d'avoir ce vivier, puis même de gérer les entraînements futsal, football en interne, les mutations, il y a des systèmes de mutation, de blessés, de créneaux. Nous on joue au futsal, hop, il reste au repos au football et il va au futsal. De gérer en interne, si on pourrait le faire, ça serait parfait. Après, on va voir, ça va être dans un futur proche, d'ici 2-3 ans maximum, ça va être mis sur la table et on va voir ce qu'on peut faire de bien. Voilà, D'accord, donc c'est pas, on va dire à court terme, mais à moyen long terme, c'est du long terme de perdurer dessus. Alors on n'a pas la prétention d'être en régional ou quoi que ce soit, mais d'avoir une vraie section futsal avec des section équipes football et complémentaire futsal, parce que justement, et Michel le confirmera, on l'a vu là, ils ont commencé en septembre, on va être fin janvier, en 4 mois, certains petits, les progrès qu'ils ont fait en termes techniques, en termes de prise de balle, en termes de... C'est complémentaire, c'est un autre sport et c'est à la fois c'est complémentaire. Justement, c'est ce que j'allais dire sur le foot, on va dire sur le football qu'on connaît. En quoi l'entraînement futsal amène un plus et c'est comment on arrive aux gamins à leur faire allier les deux en fait. Alors moi j'ai fait les deux sur ma fin de petite carrière. Je sais que c'était compliqué rien que sur les contrôles, sur les prises de balle. J'arrivais au football, je faisais des contrôles semelles, le coach il pétait les plombs, et j'arrivais en futsal, je faisais du plat du pied, le coach pareil il pétait les plombs aussi. Mais c'est complémentaire
Tactiquement, techniquement, je trouve que les petits prennent confiance. Après, il y a des petits que je pense que Michel ne me dira pas le contraire non plus, qui seront faits pour être un bon petit joueur de futsal, et il y a des petits qui seront faits pour être bons au football. Là, on commence à le voir déjà, il y a 2-3 petits qui sont plus à l'aise en futsal qu'en football. C'est un fait, c'est un constat, c'est pas une honte, c'est pas grave. Chacun a ses qualités. Peut-être que dans 6 mois, la donne changera. Moi, j'ai mis du temps. Bon, j'étais un grand profil, j'étais un grand gabarit, mais j'avais vraiment mis du temps à mon niveau de me faire au futsal. Et c'est différent, mais c'est très complémentaire tactiquement, techniquement. Ça amène beaucoup un plus. En plus, en interne, nous, on a la chance de pouvoir le gérer. Avec les coachs, avec les installations, on est le club phare de Toulon. On a été champion en 2019. C'est le seul club hors Paris qui a été champion. Donc on a été champion à domicile. On a joué la Ligue des Champions, on a passé le premier tour. Après, au second tour, on a sorti deuxième de la poule. Donc ça n'a pas suffi pour aller en phase finale de Ligue des Champions. Mais voilà, il y a des bons joueurs, il y a une bonne ambiance. Les joueurs d'A1 viennent nous voir régulièrement sur les matchs, sur les... Il y a quand même un côté familial, malgré le fait qu'il y ait une partie du club qui soit vraiment pro, compétition et tout. En premier temps, quand tu penses à une équipe de D1, qu'elle soit aussi proche des petits du club. On a 280 licenciés à peu près dans le club, et sur 280, il y en a régulièrement 150 qui vont à quasiment tous les matchs, qui ont les maillots des joueurs signés. Même plus, il y a des matchs où il y en a un peu plus, et puis c'est souvent les mêmes, on les met ramasseurs de balles, ils rentrent avec les joueurs, ils les connaissent, ils les appellent certains par leur prénom, ça devient un peu des idoles du club, c'est ça, qui le rendent et qui se prennent pas un peu tout à fait. En plus c'est différent, ils n'ont pas la notoriété ou le truc du football, c'est un futsal, mais ils viennent souvent, là on va faire un stage vacances en février, ils vont venir une après-midi, ils mettent les crampons avec les petits, ils sont contents, et c'est un peu le rôle aussi de l'association, de la vie en société du club, et d'emmener ce club vers là. Sur les stages vacances qui vont venir, si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui veulent comment ils peuvent s'orienter vers c'est le club? visible sur nos sites de Toulon Métropole Futsal, Instagram, Facebook. On a fait des flyers, on a fait des visuels apparents. Après, sur les réseaux sociaux, on échange souvent nos publicités, nos événements qu'on fait. Et, oui, c'est ouvert à tout enfant de tout club différent. Et d'ailleurs, on a de la demande. C'est Michel et moi qu'on l'encadre. 6 à 14 ans. Voilà, de 6 à 14 ans. Et c'est quoi ce stage? C'est une initiation futsal? C'est un vrai stage de perfectionnement ou... C'est d'accompagnement. Alors, il y a des petits, c'est de l'initiation. Il y a des petits qui sont plus... ceux qu'on a maintenant, ils sont un peu plus en avance. Donc, on va approfondir leurs compétences. On va travailler différemment, puisqu'en plus, ils ont des échéances à venir. Donc on va gérer aussi leur croissance, leurs blessures, leur forme. Après, c'est la guéguerre, même des petits de 9-10 ans en stage, avec l'après-midi, ils jouent avec les 12-13 ans, ils veulent pareil, ils veulent tous gagner aussi. Et puis il y a les 2-3 petits des 13 ans qui prennent les 2-3 bons des 9-10 aussi, et qui veulent faire leur équipe pour gagner aussi, parce que l'après-midi on fait des petits matchs et petits tournois. Mais on s'entend tous très bien, il y a une bonne ambiance, parents, enfants, staff. On est très bien accompagnés. Moi, c'est mon club de cœur, je suis du Pont du Lac, je suis d'Assy-Pontin, et je suis content de bosser dans le club dans ce club-là. Stage qui est ouvert, bien sûr, à tous les enfants, tous les enfants. Ok, si vous avez quelque chose à rajouter. Je trouvais ça parfait. C'était très bien. C'est pas évident. Michel, un petit mot, Michel, sur ton rôle d'entraîneur de football et de futsal, parce qu'on n'a pas croisé tous les jours des entraîneurs dans les clubs qui vont faire les deux choses comme ça. Pour souligner ce que disait Anthony, moi je suis là depuis un an et demi. J'ai découvert un club qui pour moi est fabuleux. Il y a vraiment, et ça commence par le président, avec Anthony, avec Karim qui est responsable futsal, qui donne une impulsion de joie, de plaisir. Il y a toujours ces maîtres mots qui sont là. On ne fait pas comme dit Anthony, on ne fait pas ce qu'on ne sait pas faire, mais par contre ce qu'on sait faire on le fait au maximum et on essaye de le faire bien. Moi j'ai quasiment 60 ans, donc le futsal ça n'existait pas. Pour moi c'était le foot dans le quartier, dans la rue, entre deux bancs, entre deux agglos, ça n'existait pas. Et donc j'ai découvert le futsal, j'en avais entendu parler parce que mon épouse est très amie avec Karine, donc on avait suivi l'épopée du titre, mais j'avais jamais vu de match de futsal en vrai, comme je vois maintenant tous les samedis, et pour moi c'est passionnant. Oui. C'est un football qui a énormément de rythme, qui n'a jamais de temps mort, ça va d'un camp à l'autre, c'est tactique, c'est technique. C'est comparable aux entraîneurs de handball ou de basket qui font un temps mort avec leur petite planche et qui mettent un truc tactique. On fait sortir le goal, on fait rentrer un joueur.
C'est des règles spécifiques. Voilà, Oui, c'est des règles c'est pas les vraiment règles du foot, spécifiques ouais. où le gardien n'a pas le droit de garder le ballon très longtemps, il est obligé de le relancer à la main, il ne peut plus le Les retoucher touches au aussi. pied. Donc c'est vraiment particulier. Et pour nous, les enfants, moi je suis arrivé avec des enfants qui ont joué qu'au football. Et ils se sont améliorés dans la capacité à jouer très vite, à jouer dans les petits espaces, à jouer dans les duels, à jouer en triangle, à se redonner dessus de ballon, à se Défensivement. déplacer. Parce qu'au futsal, il faut donner et se déplacer. On ne peut pas se permettre de mettre les mains sur les hanches. À 4 contre 4, s'il y en a un qui ne court pas, C'est fini, voilà, c'est fini. Autant à 11, on peut se planquer un peu des fois, Oui, il y en a l'arrière qui se mettent au gauche, milieu, comme ça. l'arrière gauche. Mais là, et donc ça donne vraiment aux enfants un plaisir à toucher le ballon au maximum, à se déplacer, à bouger, à faire des cadeaux aux copains. Donc franchement, j'ai découvert un sport passionnant. J'ai découvert un club passionnant. Moi, je suis comme Anthony, je suis du Pont du Las. Donc moi, je suis un ancien du SEC Las. J'ai fait toute ma carrière de joueur à SEC Las et j'ai commencé ma carrière d'entraîneur là-bas. Et je retrouve ce que j'ai connu au Pont du Las à l'époque. On se connaît tous, on est tous du Pont du Las, c'est familial. Voilà, ben, tel il récupère le petit de machin, tu Il le le vois à ramène l'arrêt à de la bus. maison. Voilà, je etc. veux dire, nous c'était comme ça, tu vois à l'arrêt de bus un petit, tu sais que c'est à 1 9 ou à 8, hop, tu le prends, tu l'amènes au stade, voilà. Et c'est toujours comme ça, tous les petits se connaissent. Voilà, on a des créneaux plus ou moins en commun. On se commun. Et tous les petits se connaissent et s'apprécient, c'est incroyable. Des fois, il faut dire, oh les gars, ton entraînement il a commencé. Lâche-moi et va là-bas avec les autres. Tellement ils sont, alors quand ils font les stages, là c'est la pression. Les vacances scolaires. Voilà, en plus, bon, on fait du foot, on fait du futsal, on les mène au cinéma, on les mène au trampoline park. Ouais, il y a vraiment avec nos partenaires. Voilà, Avec nos et partenaires. comme vous disiez tout à l'heure, des joueurs pros qui se permettent de prendre une après-midi, arriver avec leurs crampons à la main pour venir jouer avec nous. On leur donne les chasubles, ils forment leurs propres équipes, et après, quand ils ont formé leurs équipes, ils ne veulent pas perdre. Hein. Ah ouais, non, Alors là, c'est la base. C'est la guerre entre eux. 13-10 ans, on s'en fout. Si qu'après, ils vont se changer à l'entraînement. Donc il y a une passion, un plaisir, et les enfants, ils ont une banane incroyable. Et nous, on fait ce métier pour faire ce métier. Presque je dis ce métier parce qu'on est tellement passionnés. On y passe tellement de temps, des fois presque autant que notre travail quotidien, on le fait vraiment pour ce plaisir-là, pour voir le sourire dans le visage des enfants, pour les faire progresser, pour leur transmettre notre savoir. Et Dieu sait, il y a tellement de choses à leur montrer, à leur apprendre. Chaque étape, là, comme disait Anthony, on a eu la chance de se qualifier pour la finale départementale de la pitch. Donc sur toutes les équipes U13, on reste dans les 16 dernières. Donc les enfants n'ont jamais connu ça. Donc on a déjà appelé plus ou moins tous les parents à être disponibles pour venir. Alors on ne sait pas le lieu, mais pour venir nous soutenir, et tout le monde sera là, il y aura des glacières, il y aura des tables, des chefs. Oui, et voilà, c'est l'esprit du Toulon Métropole qu'on retrouve à la salle aussi, avec tous les enfants. J'ai une photo qu'avait fait Anthony de Vito, avec 4 gamins, mais j'ai jamais vu des enfants qui ont un sourire. Il a mis lui d'ailleurs sur ses réseaux, il est les meilleures photos de l'année. Et Nito, lui, capitaine de l'équipe professionnelle, a mis sur son réseau. Et il est suivi par plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et puis voilà, ils sont là, ils donnent du temps, ils donnent des maillots, ils donnent des brassards, ils donnent des. Ils sont vraiment tellement proches et finalement on fait une grande famille tous. Parce que même nous les coachs maintenant on les connaît, mais jamais une fois ils se dérobent à pas nous dire bonjour, hein, c'est pas eux. Oui. C'est des pros, nous on devrait peut-être. Mais non, ils viennent vers nous et comment ça va. Et donc franchement, je le dis souvent, alors j'ai vécu des choses sportivement très. J'ai entraîné des équipes nationales de R et tout ça. J'ai vécu des choses très importantes. Mais ça, ce que je vis là avec ces petits, c'est sourire, ce plaisir, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, c'est... Le joueur phare de Toulon qui rentre avec les petits. Ah, ok. Mais c'est ce qui ressort dans ce que vous dites. C'est qu'avant de parler de performance, c'est ça, c'est qu'avant de parler de performance ou quoi que ce soit, tous les deux, vous avez, sans vous être forcément accordés, j'imagine, vous avez parlé de plaisir, de famille. C'est pour ça, ce plaisir, en plus, fonctionne parce qu'on a des résultats, les petits progressent. Les petits progressent. Les groupes vivent bien. Les équipes U10, U11, elles sont plus haut de leur niveau. Bon, maintenant en U13, on est un peu plus bas parce qu'on monte à peine, mais on est déjà au niveau 2 alors qu'il y a 4 niveaux. Donc, s'il y a plaisir, les résultats, et automatiquement, on a ces résultats, ce plaisir-là. Et ça s'enchaîne.
et on veut aller plus loin et on veut encore porter le club plus haut, quoi. Ok. C'est ça qui est encourageant là, dans le discours, c'est qu'au final, On se motive l'un et l'autre. c'est ça, on pourrait se dire que dans un club professionnel, enfin, qui a une structure un peu professionnelle, qui est l'équipe 1 en haut, et ensuite sur le reste, bon, c'est juste pour la licence, et au final, pas du tout. On entend des tournois, des. Ah oui, Et puis tous les coachs, on va se voir sur pas forcément nos matchs. Samedi, moi j'étais heureux d'être avec eux l'après-midi. U10, U11, on va régulièrement, et puis on s'apporte, parce qu'il y a la forme et les formes des joueurs. On s'apporte nos compétences au service des petits, on échange, on débat. Peut-être tu devrais faire ça, ça, ça. Et nous, on n'a rien à se prouver tous à l'un et à l'autre. C'est surtout pour les enfants. Ouais. On fonctionne tous main dans la main, quoi. Et c'est pas évident, il y a beaucoup de clubs où ça se tire un peu. Ah là, t'as vu ce qu'il a fait? Non, nous, c'est. Au contraire, La vraie formation, finalement. Oui, voilà. C'est l'éducation. L'avenir nous le dira. Là, déjà, en peu de temps, c'est déjà très très bien, c'est encourageant. Faut continuer. Voilà. Le plus dur, c'est peut-être de rester régulier, d'enchaîner, d'avoir la même dynamique tout le long, mais on va se battre pour ça. De toute façon, oui, c'est la Ouais, on va se battre pour ça. On travaille pour ça et ça devrait, enfin, ça fonctionne et ça devrait continuer, quoi. Mais c'est vrai que, comme dit Anthony, j'ai jamais vu un club où il y a aussi peu, il n'y en a même pas du tout, de jalousie entre coachs. Nous, c'est pas je veux l'équipe 1, c'est moi je prends l'équipe 2 si tu veux. Non, mais vas-y, prends l'équipe. Alors, il y a des clubs où on prend les petits 1 heure, moi je prends les grands, c'est un échange. Oui, il n'y a pas. On n'est pas fermé, On veut vraiment donner tout ce qu'on peut aux enfants et le fait qu'il y ait plusieurs voies, ça leur fait plusieurs formations. Parce que moi, ce que je sais, Anthony, peut-être il va leur apporter autre chose et puis Talia, il va apporter autre chose. Ouais, c'est une chaque truc, c'est bien. Et chacun va apporter. J'avais un coach, moi, qui m'a mis, un ancien coach, qui m'a mis le pied à l'étrier, qui disait toujours tu peux apporter peut-être 98% à ton équipe, mais il va te manquer 2%. Et peut-être que le pingouin d'à côté, lui, il va apporter l'extérieur avec son œil extérieur, c'est 2%. Ouais, Donc, c'est important des échanges et des. Travailler tous ensemble. Et puis les gamins sont friands, ils viennent nous voir à nous, à tous les coachs, ils viennent. T'as fait quoi? T'as fait ci? Ouais. Il a marqué un tel. Ça se Et ressent. t'es content pour le mec qui a marqué, si tu joue au même poste que toi, il est des choses Oui, comme ça. ouais. Ah, c'est génial d'avoir ce côté Bien sûr. familial dans ce club à Côte avec une structure professionnelle. Bien sûr. C'est quelque chose de très beau et Puis de former peut-être, pourquoi pas, les futurs. Alors peut-être, voilà, dans le vivier, si on en arrive à en avoir quelques-uns qui touchent le haut du panier, ça sera beau. Mais C'est bien que ceux qui soient tout en haut, en plus, tirent tout le C'est monde ça. vers le haut. C'est ça. Finalement, au final, ça peut que Ouais. marcher, parce qu'il y en a en général, il y a cette distance entre non, ça c'est pas mon domaine. Et là, du coup, au final, tout le monde se tire vers le haut, et au final, ça. peut-être quand Là, au futsal, c'était pas trop notre domaine, c'est pour ça que le club a mis en moyen un coach aussi en binôme avec alors moi, Michel aussi. je me considère adjoint, mais du coup, Mais, parce que lui, il a le savoir du futsal que je n'avais que et je c'est n'ai pas. complémentaire, il nous demande ce qu'on fait dans la partie Et, football aussi, c'est super intéressant. voilà. Tous les week-ends, t'as fait quoi? T'as fait ci? On prépare les séances, enfin moi je prépare toutes mes séances comme Anthony, comme tout le monde, mais lui en plus on essaye d'être complémentaire dans les préparations de séances. Quand j'ai un match le samedi matin, j'ai dit que sur la séance du vendredi soir, on va faire plus de vitesse, de vivacité parce que c'est moins pénalisant au niveau fatigue, mais voilà, on travaille toujours Main dans la main. main dans la main. c'est très beau de voir ça, avoir ce club familial et cette structure professionnelle. Et tu peux nous rappeler la date du match du 28 février Oui, le 28 février à 16h au Palais des Sports de Toulon contre Montpellier. contre Montpellier, en D1 futsal. D1 futsal, vous êtes les bienvenus. Ok, le message est passé et on va le relayer aussi de toute Il n'y a façon. pas de soucis, c'est gentil, T'inquiète merci. pas de soucis. Là, on va parler Ligue des Champions. On revient sur le foot à 11, on parle Ligue des Champions. On va faire la petite preview avant le quiz. Avant le quiz, une petite preview du club Bruges-OM avec la qualif qui sera en jeu parce que l'OM doit, pour pas regarder le résultat des autres, l'OM doit impérativement gagner pour s'assurer de cette qualification. Oui, tout à fait, parce que là, ils sont dans la zone des barragistes. Pour l'instant, c'est un petit matelas, mais le problème, c'est que derrière, ça pousse aussi. Je sais pas, je crois qu'il y a 2 points d'écart sur le premier non barragiste. Un point, oui, donc voilà, donc c'est du coup la victoire. Ouais. C'est ça. La victoire est quasi obligatoire pour éviter de regarder derrière soi. Même le match nul peut être un peu limite. Il faut y aller gagner. Mais c'est ça, exactement. Ouais, au moins, il n'y a pas de question à se poser. Pas de débat. Exactement. Justement, j'ai les 3 cas de figure. Si on est premier, Si on yes. gagne. Si on gagne, il n'y aura pas de calcul à faire. Si on fait match nul, il faut que 2 concurrents derrière, sur les 10 concurrents qu'on a derrière, il faut qu'il y en ait 2 qui fassent un faux pas.
et on sera juste 2 et on sera qualifié si les autres canons s'en foutent. Mais si on perd, il faut que les 7 de derrière fassent un faux pas. Donc là, c'est vraiment. Là, il y a C'est trop de facteurs, trop de. Ouais. Bruges, ils en sont où? Bruges, ils sont actuellement 27e de Ligue des Champions. Ils ont 7 points et s'ils gagnent, pareil. Les deux équipes, il faut la victoire pour être sûr d'être qualifié. Tu l'as dit? Non, Ok, non, je te non, donc oui, voilà, Bruges qui est aussi doit gagner impérativement. Et à domicile, parce que c'est à Bruges, ils sont en Ligue des Champions, ils sont 24e sur 36 à domicile, donc ils sont pile qualifiés, on va dire. Ils ont une victoire et une défaite, victoire face à Monaco 4-1, il y a tous les Ligue des Champions. Ils ont tenu le Barça en échec 3-3 sur un gros match spectaculaire. Et après, ils ont pris 3-0 face à Arsenal à domicile. Donc bon, tu vois qu'à domicile, Bruges c'est solide, mais c'est quand même, l'OM peut quand même aller les chercher au vu des prestations, dernières prestations de Ligue des Champions, hormis celle de Liverpool, et puis même il y a la prestation encourageante de ce week-end avec un travail tactique. Par contre, le point un petit peu négatif, c'est que les deux recrues ne seront pas là. Ouais. Donc, Ils ne sont pas qualifiés? Non, comme c'est le dernier match de poule, c'était trop tard. Si qualifiés, ils seront là pour la prochaine match. Donc à voir maintenant. Il faudrait que les joueurs qu'ils ont depuis la saison. Logiquement, ils sont censés pouvoir faire le travail face à Bruges, qui est une bonne équipe, mais qui est censée être à la portée de. Il y a une belle individualité du côté de la Belgique, Bruges, mais bon, pour Rami Van Aken qui est là depuis la création du club, il y a Onyedika, celui qu'on a vu à la CAN avec le Nigeria. Par contre, petite bonne étoile pour l'OM, leur meilleur attaquant, Tsiolis, j'écorche son nom, qui a 9 buts, 7 passes D en championnat, là, sera peut-être incertain. Peut-être absent, donc toujours bon à prendre. Mais après, ils ont Forbes, celui qui est formé à Manchester City, etc. Il y a de la qualité, mais l'OM, même au niveau de qualité, voilà, Carlos Forbes, attention, celui-là à l'affût, il est à l'affût. Il y a la qualité, mais l'OM, logiquement, devrait. Il va falloir que les éléments forts soient au rendez-vous. Brully, Greenwood, Balerdi, Adguerd en défense, tout ça. Justement, là, vu qu'il n'y aura pas de Timber et de Nwaneri, on n'aura pas le même compo, du coup, peut-être la même animation, on verra, mais pas le même compo que face à Lens. Est-ce que. Grosse déception aussi, il n'y aura pas Pava. Pas le meilleur début de saison de sa vie. C'est à l'OM, c'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est un très bon joueur, très grand joueur. Mais... Tu parlais de Gerd, est-ce qu'il va être associé avec Kondogbia ou avec Vermeeren qui est l'impression mis au placard depuis. J'ai du mal avec Vermeeren et O'Reilly, là, les deux, là, pour moi. O'Reilly vient de Brighton avec le coach. Je sais pas il y en a un des deux qui était à Brighton avec les deux. Les deux, ils étaient, mais en même temps, peut-être. Ouais. Je trouve compliqué, moi. Vraiment très compliqué, les deux. Après, c'est mon avis. Après, est-ce qu'on leur laisse le temps, on rentre dès qu'ils rentrent? Ouais, ça va. O'Reilly, il a fait une bonne entrée, franchement, contre Lens. Non, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il a payé en plus ses performances. Il partirait peut-être même avec un Nadir plutôt qui. C'est ça, après justement, c'est que défensivement, il est rentré. Nadir, Kondogbia et Aubert, c'est un peu plus de valeur sûre. Je pense que tu veux mettre en place, où tu vas les bouffer, pression, tout ça. C'est sûr qu'un O'Reilly, peut-être pas, qui a un statut plus défensif qu'un Nadir qui a l'air plus offensif. C'est sûr que voilà, ça dépend le point de vue de ce que va mettre en place Roberto De Zerbi. Et il peut mettre peut-être Greenwood en 10 là derrière Gouiri aussi, s'il anime bien avec Ouya et Pexao sur les côtés. Ou... Ouais, après il y a Traoré aussi qui est en 10, qui a joué, qui a eu beaucoup d'activité contre Lens, qui a été très mobile. Je ne le savais pas, en tout cas aussi vif sur ses qualités, enfin en tout cas que la vitesse était autant de qualité. Et pourquoi pas jouer sur lui et cette animation qu'on a vue à Lens pour mettre tous les offensifs sur le terrain. Quoi. Du moins en face, ça joue, j'ai regardé, tu joué en 4-2-3-1. L'OM est en 4-3-4-2-1. Parce que c'est bien de changer aussi. L'OM, ils sont en train de changer, de chercher leur bon système aussi. Est-ce qu'à ce niveau-là aussi, à un moment donné, alors je pense qu'ils n'en maîtrisent pas forcément un pour l'instant. Ils n'ont pas de certitude, donc ils essayent. C'est juste la maîtrise du ballon et derrière. Et du coup, est-ce que c'est bien aussi, alors ça dérègle certains adversaires, ça s'est passé contre Lens ce week-end, mais est-ce qu'en Ligue des Champions, on l'a vu, contre Liverpool, ça pardonne pas. Même pas un grand Liverpool, ça t'en met 3 dans le. Un système qui fonctionne bien avec certains joueurs. Qui est huilé. Peut ne pas fonctionner avec d'autres joueurs, c'est ça. Tu peux voir Vermeeren dans le demi-espace aussi, pour Nwaneri, on ne sait pas, c'est sûr que non. Mais oui, non, l'OM ne doit pas se faire de frayeur comme ça. Ça sera dur de gagner à l'extérieur, ça sera dur. Le public, la ferveur. Surtout quand on quand tu es tributaire du résultat.
Ça met plus de pression. Ouais, hein. la pression, Ah, c'est quasiment la 16e de finale. Hein. Du coup, Flavio, tu vas regarder le multiplex ou que l'OM mercredi? On va regarder l'OM et on peut-être mettra un écran sur le multiplex. Juste pour les bruits de ta Ouais, juste pour le la bruit. musique de Canal+, elle a bercé mon enfance. Je suis obligé de la mettre. Ah mais il y a Tom qui vient de se connecter dans le chat. Je vais voir Tom qui vient d'envoyer Ola, notre animateur habituel, qui vient de se connecter dans le chat, qui était sans doute sur une piste noire actuellement. Bon, il est rentré en Il y a la neige. pile à l'heure, comme d'hab. Exactement. Ne change pas vraiment. Monsieur, avant de passer au petit quiz, je vais vous demander un petit prono pour ce match, un score exact, ce que vous voyez. Je commence par toi, Anthony, si tu l'as. Ce que tu vois. Moi, je vois pas l'OM passer, malheureusement. 2-1 Bruges, moi, je dirais. Ok. 2-1 Michel, est-ce que tu partages le même avis ou... En tant que bon supporter du Sporting. Ouais, c'est vrai. Non, mais par contre, un peu plus optimiste, je mettrais un 2-0 pour Marseille. Ok, d'accord. Flavio. Je pense que, comme à chaque fois avec l'OM, il va souvent y avoir des buts des deux côtés. Donc Oui, je marque, il prend des buts aussi. Ouais, donc allez, on va dire une qualification folle à 3-2. Ok, Ouais, dans la même lignée que Flavio, avec un peu moins prolifique, je dirais 1-2 quand même. ok, d'accord. Bah, il y a des faits de temps. En fait, les choix ne sont pas si incohérents. C'est pas la Bédoule, sans manquer de respect à la Bédoule. Je vois la Bédoule mettre 5-0 à l'heure. On n'est pas là-dessus. Ok, bah, de toute façon, on verra mercredi ce que ça donne. Mais beaucoup de pression, beaucoup d'enjeux pour les hommes de Deserbi. Tournant de la saison, tournant. Ah oui, tout Et à on va fait. voir s'ils vont réussir à la supporter dans un moment important, cette pression. Oui, bah, l'OM. C'est là où peut-être Aubameyang peut être intéressant aussi. Ça se discute avec Avec son expérience. Gouiri. Là, bon, Gouiri, il est sur un doublé, mais c'est Auba quand même. Auba sur un ballon. 3 pour l'OM, de notre amateur qui nous dit Masterclass de mon joueur préféré, Igor. Il n'aime pas du tout Péchard, c'est pour ça qu'il dit ça. Mais 3 pour l'OM, ouais, donc il y a plus de Marseillais que contre Marseille. À la base, je suis Il aussi. y a un peu de chauvinisme. J'essaie d'être réaliste aussi. Pardon, je te souhaite. J'ai pas de certitude. Oui, moi aussi. Mais je suis. Voilà, il me convainc pas forcément. C'est pas le scandale du siècle Non, qui en plus, même si on est tributaire du résultat, il y a aussi, même si... Défensivement, on a des incertitudes aussi. Hein. C'est ça, mais finalement, sans Pavard, peut-être que, d'ailleurs, contre Lens, il est rentré et ils ont pris le but juste après, d'ailleurs. Mais... Coïncidence? Ouais, on sait pas, mais pour le coup, même avec la défaite, il y a des chances de victoire, c'est pas forcément... On va voir. Ouais, ça tombe à tous les résultats. Exactement, Enfin, ouais. Malheureusement. Vaut mieux ça que affronter le Barça et te dire bon, je vais en prendre 4 ou 5. Et pour autant, si tu perds ou tu fais match nul, tu peux affronter le Barça en barrage et aller au Camp Nou. Je pense qu'ils peuvent jouer maintenant. Je sais, ouais, il est non limité, je crois. Ah ouais, Ils ont pas la capacité. C'était max, ok, ouais, c'est mais du coup, bon. aller jouer au Camp Nou au retour, c'est pas évident. Bon, messieurs, maintenant on a parlé, on a débattu et tout ça, mais il y a un 2v2 qui va se faire là. Tu dis quoi du coup le score? Ah, moi je vais pas donner, je vais dire victoire de. Je vais dire un 2-1 solide. Ouais, une victoire de l'OM par pur supporterisme, il n'y a aucune autre. Bon, en vrai, s'il y a nul ou défaite, c'est pas scandale, mais que soyons chauvins un petit peu, je vais dire allez, 2-1 de l'OM. Doublé de Medina. On continue. Donc, du coup, on va passer sur le quiz. Allez. On passe sur le quiz. On fait Toulon contre le reste. Je vais me noter. Pas 2 heures. Alors, bah, en fait, justement, dès que vous avez une réponse, vous la sortez directement au micro et moi je prends au premier. Premier qui dégaine. Ouais, le premier qui dégaine. Donc, je vais vous expliquer, il va y avoir plusieurs sortes de questions et vous dégainez la réponse dès que vous l'avez. Là, je vais lire. On est dans une semaine Ligue des Champions. C'est des joueurs qui ont joué en Ligue des Champions, qui ont marqué un peu la Ligue des Champions. Pas que des années 60, tout ça, il y a un peu de tout. Mais non, parce que marqué, je vais pas te sortir que Mike Jimmy, Van Basten, tu vois, il y a un peu de tout. C'est dommage, il n'y a que ceux-là qu'on Je lis la biographie d'un joueur. Dès que vous pensez avoir le nom, vous le sortez, et la première équipe qui le sort, elle est. C'est parti. Je suis né en 1996 à Arles, en France. J'ai été formé dans le sud de la France avant de débuter ma carrière pro très jeune. J'ai porté les couleurs de plusieurs clubs français au début de ma carrière et je me suis révélé progressivement en Ligue 1 en me faisant remarquer par mon sens du but et ma puissance physique. Gignac. Non, En quelle année 96 il est né. Et après j'ai plus dit d'année depuis. J'ai ensuite tenté une première expérience à l'étranger, en Allemagne, et après un retour en France, j'ai connu des saisons marquées par des blessures, mais j'avais quand même une progression constante. Et c'est en Bundesliga que j'ai vraiment explosé aux yeux du grand public. Lors de la saison 2023-2024, j'ai inscrit beaucoup de buts et j'ai terminé parmi les meilleurs buteurs d'Europe. Grâce à mes performances, j'ai rejoint un club allemand de premier plan. Sur la scène internationale, j'ai choisi de représenter une sélection africaine. Je suis aujourd'hui l'un des avançants les plus redoutés sur le continent européen, puissant, efficace devant le but
et redoutable dos au jeu. Sélection africaine, l'un des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions l'année dernière. Guirassy Serhou Guirassy. Il est là, lui. C'est quoi en fait, c'est pour ça que Je vais pas vous faire des oui. Il est dans le sud aussi. Il était à Rennes, lui, il a explosé Il à a fait Rennes. Rennes, il a fait Amiens. C'est pour ça que je pensais que c'était un mec. Ouais. J'adore. Alessandrini, moi j'allais dire. Ouais, ça pouvait aussi, mais C'est pour ça que j'ai redemandé à elle, je me suis dit peut-être c'était Cissé. Mais ah oui, C'est vrai, dans le sud. Bah, en fait, j'avais la réponse depuis 5 minutes écrite, mais on l'a pas, aucun de vous l'a C'est vu. Lucas, c'est top. Je crois que c'était Lucas qui l'a mis en premier, oui. Du coup, je l'ai enlevé. Allez, il y en a un deuxième. Je suis né en 1974 en Italie. J'ai débuté ma carrière professionnelle très jeune dans le championnat italien. C'est à la Juve que je me suis fait un nom et que j'ai écrit l'essentiel de mon histoire. Je suis devenu l'un des symboles les plus forts de ce club et je rencontre... Del Piero. Del Piero, c'est ça. Alessandro Del Piero, 2-0, ok. Attaquant italien, comme ça, tu as... La Juve toute sa carrière. Tu l'avais à l'année de naissance aussi. Tu m'aurais dit la ville, j'aurais eu tout de suite. Dernière question de ce genre. C'est un entraîneur cette fois, là. Voilà, je vous le dis, c'est un entraîneur. Je suis né en 1951, je ne vais pas dire le pays parce que ça peut donner vraiment beaucoup d'indices. Avant d'être entraîneur, je suis professeur d'éducation physique. Ma carrière débute véritablement dans mon pays. Ferguson. Non, Arsène Wenger. non plus, je continue. C'est avec l'un des plus grands clubs de mon pays que je me fais connaître en Giroud. remportant la Ligue des Champions en 1995 avec une génération dorée. Je suis reconnu pour mon exigence tactique. Ventral. Louise Van Gaal, c'est ça, exact. Ouais, t'es chaud, Samy, il est bouillant. 0. Parce que si j'avais dit, j'avais dit Pays-Bas, Ajax, On s'est fait booster là. 3-0. Meilleur que Tom. Meilleur que Tom, oui, bah, J'aurais pas cette On organise prétention. un On va repartir maintenant, un autre jeu. On va faire une liste. Là, donc ça va être chacun votre tour. J'ai une liste avec un thème et vous devez me dire les 10 joueurs qu'il y a dans cette liste avec ce thème. Le thème, c'est les 10 joueurs avec le plus de matchs en Ligue des Champions de l'histoire. Donc chacun votre tour, chaque équipe donne un joueur. Si c'est bon, je valide. Si c'est pas bon, on continue. Vu que vous menez 3-0, vous avez la main. Je vous en prie, un des 10 joueurs, selon vous, qui a le plus de matchs. Joueur et gardien. Joueur et gardien, oui, joueur de genre. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Premier, ça fait un point, 183 matchs. À vous. À toi l'honneur. Il n'en a pas du Lionel Messi. Lionel Messi, exactement, il est 3e. Il a 163 matchs. Buffon. Buffon n'est pas dans les 10 premiers. Il est peut-être 15-20e, mais là, je que les 10 premiers. Je suis désolé. Neuer. Neuer est dedans, il est 5e, effectivement, 157 matchs. On va taper dans les vieux, alors Baresi. Baresi n'y est pas. Il y a des joueurs plus. Enfin, Du coup, je vais dire son compère, Maldini. Maldini non plus. Ah, purée. J'ai voulu. Pensez les années peut-être 2010, 2015. Raoul. Attaquant Raoul n'y est pas, il est 11e alors. 11e. Non, Raoul n'y est pas. Sergio Ramos. Sergio Ramos, oui. Il n'y est pas du tout. Pas non plus, non. Non, il n'y est pas non plus. L'année 2010-2015, les gros clubs de Serie A. Daniel Alves, l'arrière. Daniel Alves n'y est pas. Ah, je pensais que vous allez avoir un peu plus, voir plus vite. Après, il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué. Modric. Pardon Modric. Modric y est, c'est le 10e. Bien vu, Flavio, 142. Tony Kroos. Tony Kroos y est. J'allais le Kroos dire. y est, Là, il il est faut taper 8e. dans Valeur sûre. 151 matchs. Inter Barça. Carré. Pépé, le défenseur Pépé. C'est à vous, après je t'ordonne. Ah, d'accord. Bah, Benzema. Benzema y est, Benzema Ah oui, il joue 152. aussi la Ligue des Champions. Eh oui. Ali Tifak aussi. Des champions. Ah oui, pardon. Il en reste 1, 2, 3 et 4. Il en reste 4, c'est à vous. Xavi. Xavi y est. Xavi. Oui, Xavi y est magnifique. Il en a 151 de matchs. À vous en face. Il y en a, j'avoue, il y a d'autres qui sont. Vous avez pas le deuxième et le quatrième. Il manque le deuxième, quatrième et le 9e. Mais le deuxième et quatrième, vous les avez pas. Iniesta. Non, t'es trompé. Ah, ça je l'ai pas. Busquets. Busquets n'y est pas non plus. Casillas y est. Casillas est deuxième. Ah ouais. Casillas est deuxième. Bravo. 177 matchs. Hop. Valence. Et Leverkusen.
avec le fameux but. De Cesso. Il vous reste le 4e et le 9e. Le 4e a fait 163 matchs. Muller, C'est ça, bien vu, bien vu. Muller, ouais. Muller. Il joue encore, je crois. Ouais, aux États-Unis, enfin, recouvert. Cette année, Et il Sacré reste joueur aussi. l'avant-dernier qui a fait 145 matchs. C'est pareil, un homme d'un seul club qui était un offensif. Totti. Non. Ryan Giggs, oui, c'est Giggs, c'est Ryan Giggs. Félicitations. Mais sacré Scholes, sacrée génération. 145 matchs. Donc dans l'ordre, on a CR7, Casillas, Messi, Thomas Müller, Neuer, Benzema, Xavi, Kroos, Ryan Giggs et Luka Modric. Victoire de Radio Sunday 8-4. Donc au final, pas eu un écart parce que c'était parti sur un 6-1 ou 6 quelque chose comme ça. Bon, au final, 8-4. Et bon, bravo, vous êtes imposé. Flavio, masterclass, t'as vraiment donné plein Sur la liste, tu les as eu. Il a eu ses roues. Bon, bravo, et c'est ainsi qu'on va conclure l'émission. Ça vous a plu? Vous êtes régalé? Ah, c'est régalé. Très bien. Merci de l'invitation. Merci beaucoup de nous avoir fait. On rappelle le match de AD1 le samedi 28 février. Samedi 28 février à 16h au Palais des Sports à Toulon. Qu'on envoie à 16h, donc on y sera. Il est sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Toulon Métropole Futsal. Ok, bah nous, normalement, on devrait s'y rendre Bah, c'est cool. sans C'est problème. bienvenu. Bah, avec plaisir, vraiment avec plaisir. Flavio, merci beaucoup. Bah, merci aux invités et merci à Samy qui a fait sa première, qui était très très bon pour sa première. Meilleur que nous à Néry, je pense. Hein. Et merci à Romain qui reprend très bien le flambeau du présentateur. Attention Tom, il m'a dit qu'il voulait plus le lâcher. Hein. On va s'asseoir là, on verra. Oui, merci à tous ceux qui nous ont écoutés, à tous ceux qui nous ont regardés aussi, et à la semaine pro, lundi prochain. À lundi prochain. Au revoir, Allez, merci. on y va. À la prochaine. Allez, Au ciao, revoir, ciao. merci beaucoup.